juste avant le début de l'enregistrement. On lance une joke. C'est fascinant. Quelle belle manière de commencer l'épisode de Full 4 de votre podcast, l'épisode 164. Aujourd'hui, je suis avec Paul et Yarakis. Comment allez-vous, messieurs? Ça roule vous-même? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Pas trop chaud dans votre coin de pays, les gars? Hey boy. Juste assez. Hey boy. Nous autres, on a été relativement chanceux aujourd'hui. Il annonçait du 40 degrés, et finalement, on a eu de la brume toute la journée. Fait que ça a fait comme la fraîche du fleuve est restée. Puis on a eu la chaleur juste à partir de 2-3 heures l'après-midi. Fait qu'on est. C'est pas si pire. Je vais te dire ça demain, je pars en Gaspésie à 5 h du matin. Fait que, demain, il annonce 19, nous autres. Fait que on est correct. Hey, écoutez les boys, un épisode relativement chargé. On a deux invités de dernière minute qui se sont ajoutés. On va avoir avec nous Jim et Joe, les deux gars qui ont sorti la fameuse Young Gun Buyback Ovechkin 2/8 qui est sortie au Québec. Et oui, la deuxième au Québec. On dit que Montréal est la Mecque du hockey. Est-ce que le Québec est la Mecque du hobby? Je pense que oui. On vient d'en prouver avec deux grosses cartes qui viennent de sortir. Backyard Québec. Backyard Québec, ouais. On va avoir Jim et Joe qui vont venir nous jaser de ça. Puis, tout de suite après l'entrevue avec les deux gars qui ont sorti la Ovechkin, on va avoir Steven et Marc-Antoine qui vont venir nous jaser du Fanatic Fest. Puis, ils vont en rester avec nous pour le reste de l'épisode. Sans plus tarder, on va rentrer Jim et Joe avec nous pour nous jaser de ce pool historique parce que, on va se le dire, là, 2 pools comme ça au Québec, achète-toi un 6,49 demain matin. Au Québec, on les ajoute. Donc, on est avec Jim et Joe, les deux propriétaires de la carte d'Alex Ovechkin. Comment allez-vous, les gars? Êtes-vous encore sur votre nuage? On est encore, je te dirais, sur la shake-up, sur la choquette. Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé, parce que on a vu les vidéos, on a vu que la carte était déjà slivée dans la vidéo. Expliquez-nous comment ça s'est passé et comment vous vous sentez quand on sort une carte comme ça? Mal, pensez à faire un arrêt cardiaque. Probablement pas loin de l'arrêt cardiaque. Je dirais, c'est assez spécial. Puis sur le coup, écoute, j'essaie de te le décrire, j'ai des frissons. Je pense que le cœur, il recommence à me pincer juste à revivre le moment. Mais c'est assez fou, là. Écoute, je peux pas décrire. Je peux pas décrire le sentiment. C'est impossible. Moi, encore moins, je suis nouveau dans la collection de cartes. On l'a introduit dans le hobby il y a quelques mois. Puis on a commencé ça, on achète une boîte, on se monte une collection, une petite PC au hockey pour avoir du fun. Puis finalement, ça a terminé un petit après-midi au chalet. On va remercier aussi Collect Édition pour nous avoir vendu la boîte avec ce magnifique hit. C'est ça. On a ramassé la boîte, on a ouvert ça pack par pack. En plus, on faisait des battle packs. C'est ce qui est le plus drôle dans toute l'histoire. Puis là, c'est lequel des deux qui l'a sorti? Je peux plus accoter ta cheville d'abord. C'est lui qui ouvre le pack, qui craque le pack. C'est Joe direct. Moi, j'étais allé acheter le paquet pour aller le rejoindre au chalet. Puis, on a un rituel quand on achète des paquets ensemble. Ils mettent les boîtes, mettons, sur le comptoir. La première fois qu'on est allé, on a dit laquelle, il y en avait 5. Puis à go, on dit laquelle qu'on veut. Puis les deux, on a dit 3. On a pris la troisième. C'était une 24-25. C'était série 1 24-25 avec Hudson et compagnie. Ça avec Hudson. Fait que là, c'est à partir de même. Le gars, il me donne une boîte dans les mains. Fait que je l'ai, puis il me sort 5 boîtes, il les met sur le comptoir. Fait que j'ai mis la 6e boîte de côté, j'ai pris la 3e. J'ai dit au gars, excuse-moi, là, j'ai de l'air superstitieux, mais je vais prendre la 3e. Le gars est parti à rire. Fait que je me suis pointé au chalet avec mes steaks et mes beignes par-dessus la boîte. Je vais faire une surprise. Puis c'était dans l'avant-dernier paquet. Directement à la fin de la boîte, ça a sorti. J'ai demandé à Jim si c'est normal qu'il y ait une carte déjà slivée. C'est là qu'on a sorti le téléphone. Mais il n'y a rien d'arrangé. Il n'y a pas on a ouvert le paquet, on l'a vu. Zéro. Il m'a collé à la shot de hey, check ça, il y a une sleeve. J'ai fait oh fuck. On prend le téléphone, puis c'est là que ça a parti. Quand on est arrivé au bout de la carte, j'ai presque l'arrêt cardiaque. Ça faisait un mois que tu m'en parlais de la 1/8. J'en ai parlé beaucoup.
Êtes-vous en train de dire que les numéros qu'il faut choisir au 649, c'est le 3, 3, 3, 3? Le 3, mon gars. 3 tout le long. 3, 33. Ah, mais attends, il y a eu des fois, Un le 8, 3, un on 8 se à la ramassait fin. avec 12 pièces de cartes. Ouais. C'est quand t'achètes, mettons, je sais pas moi, t'achètes, on va dire, une petite boîte d'SP Game News, puis t'as 18$ dans ta boîte. Ça fait partie du hobby, mais en même temps, tu te dis, écoute, si tout le monde pognerait des cartes qui vaut cher à tous les coups, ben, il n'y aurait pas d'hobby. Là. Je veux dire, les cartes, il n'y aurait pas ce valeur-là, en fait. C'est vraiment un coup de chance. Ouais, puis effectivement, tu sais, je veux dire, c'est le pool d'une vie, là. Oui, tu peux la montrer, Joe, sans problème, là. Démontre ça. C'est une carte qui est complètement hallucinante. La 2 sur 8, pour ceux qui ne sont pas au visuel. Ironique, pareil, hein? La 1 sur 8 est sortie la première au Québec. La 2 sur 8 vient de sortir tout de suite après. Sorti au Québec. Fait que j'imagine que la 3 va arriver bientôt. On va acheter des boîtes, on continue d'acheter des boîtes. Des caisses, peut-être, on ne sait pas. Pour vrai, c'est assez débile. Faites pas ça. On se garage dans le baseball dans la Formule 1. Là, on est rendu là. Faites pas ça. Vous allez shrinker votre. Est-ce que vous avez pensé à l'après? Parce qu'on sait que la 1 sur 8, c'est vendu 27 700 $. Exact. Est-ce que, tu sais, si on a un conseil, je pense, les trois ici, c'est prenez votre temps. Exactement. Prenez votre temps de choisir la bonne chose. Non, pas trop. Choisir la bonne chose à faire. Vraiment, on y va sur. Là, on est bombardé de textos, de messages, puis on a de tout, là. Du monde qui voulait se pointer au chalet hier soir, du monde qui veut se pointer chez nous aujourd'hui. C'est quoi votre adresse, juste pour le fun? On va mettre en lien. Ça n'arrivera pas. C'est ça qui arrive. On va prendre notre temps sans vouloir faire les fous directement, mais on s'entend que c'est une chase card. T'attends trop longtemps, d'après moi, c'est pas ce qui est mieux. Ils vont sortir 2, 3, puis 4 encore. Ils vont sortir, personne ne le sait. Mais nous autres, on la vend. C'est à vendre, exactement. Tu l'as dit, c'est une chase card. Je veux dire, t'en as 8 comme ça. T'as la Shield Bédard 1-1 qui a été sortie dans The Cup. Ça, c'est à part ces trois, à part les Ovechkin Young Gun puis la Bédard Shield, je veux dire, je sais pas au hobby, dans le hockey au Québec, qu'est-ce qui reste, au Québec, dans le monde entier, là, mais qu'est-ce qui reste à sortir comme gros chase card? C'est dans le top 3 des plus grosses cartes sorties cette année. Ce qu'on pense. On va profiter du hype, mettons, pour. On vit le moment, là, je te dirais. Là, c'est pas une question d'argent, c'est juste que je pense qu'elle est faite pour être vendue. Le timing, je pense qu'il y en a une. De toute façon, vous êtes sur le shake. Ouais, ça paraît. Cette adrénaline-là, c'est ça, tu l'as déjà ton. C'est ça le fun. Après toutes ces années à ouvrir, puis à. Fallait voir nos femmes quand elles étaient là. C'est une carte de hockey. C'est une carte de hockey. Ouais. On l'aurait. Là, ils ont compris. Ils ont fini par comprendre un peu ce qui se passait. Mais ouais, c'est l'événement. N'importe qui, je souhaite à n'importe qui dans le hobby de vivre un trip de même, ça ne s'explique pas. Écoute, je vais être encore sur le hype comme ça, encore 2 jours, 3 jours, j'ai aucune idée. À moins qu'on la vende 11 000, je pense que la hype va dropper. Nos femmes ne comprennent pas tant aussi longtemps que tu les amènes pas en croisière et qui finalement, c'est juste un bout de carton. Non. OK, ça va passer. Quand t'arrives avec les feuilles, c'est une autre histoire. Mais les gars, un gros félicitations. C'est un pool incroyable que vous avez sorti. Merci d'être venu sur un short notice comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Pour partager votre histoire. Puis, tu sais, de voir que c'est en plus, puis Joe, j'imagine que tu commences dans le lobby. Fait que, je veux dire, c'est-tu la chance du débutant? C'est-tu la. Je veux dire, c'est juste exceptionnel de voir sortir ça. 100 mots. Achète pas de caisse, à moins que tu l'ouvres dans une voiture. Ça peut peut-être on l'a déjà fait, on a pogné Hudson avec un morceau de chandail. Ouais, c'est assez popé dans une ouverture dans un char. Ouais, on a quelques popés, mais c'est des affaires qui sont pas à vendre. Tu sais, moi, vendre des cartes à 300, 400$, 500$, pour être honnête avec toi, et je vais faire un feu de paille avec. C'est même pas le... Mais on s'en reparle pour notre carte de baseball. On sortit un gros hit pour le base, on s'en reparle rendu là. Fait que, merci énormément de votre temps, les gars.
Puis félicitations encore pour ce gros pool-là. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Profitez bien de cette hype-là parce que c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai le poil qui me dresse juste à vous parler parce que vous avez sorti ça. Fait que... Regarde, moi, il ne descend pas depuis. Ça fait plus que 24 heures qu'il ne descend pas le poil. On est ouais. C'est cool. Fait que profitez-en. J'en ai pas, fait que puis c'est un malade, il n'y en a pas. Fait que profitez-en. Bonne Saint-Jean, allez fêter ça en famille. Puis amusez-vous. Bye. Bonne fin de journée, bonne fin de show. Ciao. Ciao. Bye. Wow! Tu le vois qu'ils sont déjà sur le hype encore. Là, tu sais. Je ne sais pas si c'est le hype ou la bod qu'il y avait, mais. Non, mais ça. C'est incroyable aussi. Moi, je pense pas que je vais vivre ça dans ma vie. C'est pas le but d'ouvrir des boîtes pour vivre ça. Là. Tu sors une carte de 25 000. Tu sors une carte de 25 000. Même si c'est 12 000. Tu penses. Non, je pense que ça même arrive si juste même aux si c'est États-Unis. 5 000. Non, mais c'est fou. Là, cette espèce d'effet-là. En plus, un battle. Tu ouvres ça pour le fun de même. Je pense qu'il avait plus envie de manger les beignes que d'ouvrir la boîte d'Extended. Tu sais. J'imagine qu'ils ont pogné ça. Est-ce que Marc-Antoine et Steven sont arrivés? On va pouvoir les rentrer. On embarque les deux messieurs qui sont allés au Fanatic Fest. Écoute, j'ai regardé quelques vlogs sur YouTube ce week-end. Ça avait l'air d'une... Vas-y, Paul, il faut que je réponde à ça. Je les embarque, puis ils vont nous jaser tout ça. Yo, what's up? Yes, salut, messieurs. Aïe, aïe. Fait que là, les boys, je pense que vous avez vécu un sacré beau week-end. Pas pire. Au-dessus des attentes. Toi, Marc-Antoine, tu as l'air moins sûr. Écoute, moi, je viens de revenir. Je suis revenu hier soir. Ouais. On était parti jeudi, fait que nous, c'est un peu plus long. Là. Écoute, c'est mon premier choix américain, puis je suis encore sur le cul. Là. OK. Il m'a texté à comme minuit 45 hier soir, il m'a dit « Je viens d'arriver chez nous. » C'est plus que ce que je m'attendais. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu as vécu, mettons, le plus gros show que j'avais vécu dans ma vie avant, c'était Toronto. Qui est quand même un énorme show au Canada. Là. Puis t'arrives là-bas, puis Toronto, finalement, c'est rien. Puis là, expliquez-nous un peu. Tu le dis, en fait, c'est pas un show régulier. C'est un événement sportif, collection. C'est quelque chose d'autre. C'est pas un Comic-Con, c'est un événement en particulier. Je dirais honnêtement que le Comic-Con du sport, c'est ce qui clarifie le plus ce qu'on a vécu en fin de semaine pour eux. C'était sans mots. Comme tu dis, c'est dur à savoir exactement c'est quoi parce que c'est un beau mélange de beaucoup d'athlètes, beaucoup de gens qui vont voir là, mettons, leurs athlètes, les streamers qui adorent, des choses comme ça, mais il y a une partie carte qui est complètement ahurissante aussi parce que tu as toutes les meilleurs qui sont là. T'sais. Fait que tu as la plus belle sélection que tu peux voir en concentré, mais en même temps, il se passe tellement de choses à gauche et à droite que c'est ultra stimulant. Là. C'est le Comic-Con boosté Ruben. Là. C'est vachement bien réussi. C'est pas seulement la collection, tu vois des choses que les événements autour de tout ça, c'est un show. Puis je sais pas si vous l'avez vécu de la même façon un et l'autre. C'est quoi vos points marquants de la fin de semaine, disons? Je sais pas si vous avez les mêmes. Je sais qu'on a vu passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est ça le but de cet événement-là. Mais un et l'autre, c'est quoi vos points marquants? On va voir si ça se ressemble un peu. Vas-y, Marc, comme tu étais là toute la fin de semaine, je te laisse le nom. Écoute, premièrement, juste quand tu arrives là-bas pour récupérer ta passe, la salle pour récupérer la passe est immense. Puis tu récupères ta passe, mais ce qui m'a marqué beaucoup, c'est la logistique. C'était très, 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 très bien organisé. Je pense récupérer ma passe la première journée, ça a pris 15 minutes. Fait que ça a vraiment été vite pour ça. Puis quand tu rentres, ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'est la grosseur des booths au niveau des activations marketing des différentes compagnies. Puis c'était pas juste des compagnies comme les ligues professionnelles comme qu'on peut penser. Ça allait de la personne qui, mettons, Card Dealer Pro qui était là, à la personne qui fait des bas personnalisés. T'sais. Il y avait des bas personnalisés avec des fighters UFC. C'est vraiment de tout. Et je pense que la chose qui m'a marqué le plus dans le show,
c'est la quantité de WWE qu'il y avait. C'est de quoi qu'on voit pas beaucoup ici. Il y en a un peu, mais pas tant. T'sais. Puis là-bas, je te dirais que 60% des bouts de la WWE. Puis l'intensité des fans de la WWE est incroyable. Et avec le bout, le bout qu'ils ont fait avec les entrées personnalisées, plus toutes les rencontres avec les vedettes. Écoute, si tu regardes sur le site, les rencontres qui ont sold out en premier pour les photo-ops puis pour les autographes, c'est tous des lutteurs. Ben, puis je suis content que tu apportes ça, Marc, parce que j'ai l'impression que j'ai vu quelques joueurs de baseball qui étaient là. J'ai vu des vlogs avec A-Rod qui essayaient d'acheter des cartes, puis tu sais, il parlait, puis il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il y a même une, Jeff Wilson, il dit garde, écoute, j'ai une PSA 10 pour toi de Kevin Garnett. Puis A-Rod prend la carte, puis il dit OK, à quelles conditions? Ben, c'est parce que je viens de te le dire, PSA 10. T'sais. Mais j'ai l'impression que les athlètes de la WWE sont vraiment imprégnés dans le lobby. Puis ils ont une connaissance générale qui est bonne, puis qui fait en sorte qu'ils ont un bon rapprochement avec le monde. Je suis peut-être dans le champ, là, mais j'ai l'impression que je ne suis pas surpris de tout ça à cause de ça. Ils ont naturellement un charisme plus fort que tout le monde parce que c'est ça leur job. Eux autres, c'est d'être les plus charismatiques possible. Puis oui, comme tu dis, je pense qu'ils s'intéressent un petit peu plus aux produits dérivés ou des choses comme ça. En effet, quand il y allait moi, j'ai vu des lutteurs, dans le fond, aller déballer des paquets de cartes avec des enfants au stand de Tops. Ils étaient contents des cartes aussi, puis ils étaient enjoués de ça parce qu'ils avaient l'air de connaître minimalement le produit, puis ils savaient que ce qu'ils faisaient présentement avec les enfants, ça allait juste redorer encore leur notoriété et tout. Ils étaient en effet plus proches de la foule, tous les lutteurs, que t'as des LeBron James un peu qui sont habitués de cette bain de foule-là, des Tom Brady qui étaient excellents aussi, mais overall, les lutteurs étaient vraiment, vraiment impressionnants. C'est là que tu vois que la lutte aux États-Unis, c'est presque une religion. Là. Les gens les vénèrent, ils savent c'est qui, ils entendent la musique de l'entrée, ils arrêtent de faire ce qu'ils font, puis ils vont voir tout de suite qui arrive pour vrai. C'est vrai que c'est un autre niveau. Là. Mais tu sais, la personne derrière ça, l'organisateur de ça, c'est un organisateur de Comic-Con à base. L'imaginaire, je me souviens plus de son nom, là. Il a été engagé il y a 2 ans, je pense. Puis il va chercher ça, justement, l'image. Tu sais, la lutte, c'est ça, c'est l'imaginaire. La lutte, c'est une espèce d'événement, non nécessairement juste de la collection. Puis c'est une solide job qu'il fait avec ces événements-là. 10 sur 10 sur ce qu'il fait. J'ai un blanc sur son nom, là. Mais c'est fou. Pareil, tu le vois, cette espèce de... Lui, il disait, on va créer un événement pour mélanger l'imaginaire et la collection de sport. Puis regarde ce que ça a donné. Vous en parlez. C'est exactement ça qui est arrivé. Fait que chapeau à l'organisation. Pas Robin, mais... Oui, parce que l'année passée, si mon souvenir est bon, il me semble que les commentaires n'étaient pas extra avec le Fanatic Fest comme première édition. Mais là, cette année, tu regardes ça un peu partout, là, puis tu regardes, je pense qu'ils ont annoncé un samedi sold out. Puis si je ne me trompe pas, peut-être dimanche aussi, mais je sais que c'est sûr, samedi, c'était sold out. Mais fou, là, la grosseur de la salle, de déclarer sold out dans une envergure, dans un événement comme ça. C'est bien. Puis, les gars, vous autres qui étiez sur le plancher, les prix, ça avait l'air de quoi pour le fun? Y avait-tu un premium ou les prix, c'était. Fallait que tu cherches comme il faut pour trouver des deals, mettons. Mais les vendeurs étaient quand même négociables. Fallait que tu ailles chercher. Fallait que tu sois quand même confiant quand tu arrives avec tes prix, mais dans l'ensemble, c'était pas donné non plus. Là. Tu payais un premium Fanatics pour dire que tu avais beaucoup de choix, mettons. Tu sais, je te dirais, moi, ça a été. J'ai remarqué vite que tout le monde ramassait les mêmes affaires, là, c'est classique. Fait que je me suis plus dirigé vers les affaires qui sortent de l'ordinaire. Tu sais. Ton premier deal que j'ai ramassé une Tony Hawk Auto, tu sais, des trucs comme ça que tu vois rarement. Fait que tu sais, c'est plus facile peut-être d'aller chercher ton edge là-dessus. Ouais, Alan Ginter, mais les mini, là, mais Redding qui sur 10. Et shit. J'ai trouvé ça, tu sais, c'était. Tu sais, puis malheureusement, je suis pas revenu avec. Là. J'ai eu une offre que je peux pas refuser. Là. Mais écoute, c'est le genre de carte que j'ai pu aller chercher peut-être qui faisait que
les prix, moi, faisaient un peu de sens. Là. Je me suis pas tenu dans le gros stock high-end. Je suis revenu avec des Bianca Andreescu, des trucs comme ça. Je pense que j'ai été plus pour chercher des trucs qu'on voit rarement ici. Des top royalty qu'on n'a pas eu vraiment au Québec. Des trucs comme ça. Puis mes meilleurs deals, je pense, ça a été au Trade Night. Là. Au Trade Night, que je voulais pas aller à la base. Que c'est Steven qui m'a dit viens-t'en. Trade Night, on avait une carte à 500 000 se vendre sur le floor. Parlez-en justement du Trade Night. Ouais, parlez-en de cette carte-là. Si je ne me trompe pas, c'est le propriétaire des Commanders qui a acheté une One of One de Jaden Daniels. Ouais, exactement. 500 000 pièces. C'est ça au Trade Night? Ouais, au Trade Night. Ils ont fait venir Jaden Daniels avec le propriétaire sur un stage. Ils ont crié c'est qui que la carte la plus chère de Jaden Daniels. Il y a un gros, je me souviens plus de son Road Card, je pense. Roth Card, il est arrivé avec la carte. Ils ont la petite conversation qu'on a vu un petit peu sur les vidéos. Ouais. Finalement, il a acheté, puis il est sur le stage avec 33-4 photos. Mettons que ça a mis de l'adrénaline dans le fond. Ouais, ça start bien une soirée. Là. Le Trade Night était haut, mettons, pour atteindre le plus haut. Là. L'organisation du Trade Night était vraiment bien faite. Probablement, la salle était énorme, encore une fois. Fait que tu ne pilais pas les uns sur les autres sur les pieds. Il y avait des tables, des chaises, tout ça. La bouffe fournie par Tops. La bouffe, tout ce qui était à boire. Tu fais venir Jaden Daniels. Ils ont donné des cadeaux. Là. Pour de vrai, je pensais qu'il était arrivé avec un container de cadeaux. Là. Des ballons signés par Joe Montana. Ils ont fait signer des ballons par Eli Manning. Puis c'est marqué Tops Rip Night dessus avec la date du Trade Night. Des genres de souvenirs que tu gagnes. Puis c'est des souvenirs que tu gardes chez vous là, dans ton armoire. Là. C'est un événement. Ouais, pas juste le Trade Night, c'est un gratuit. Événement, c'est un rassemblement de collectionneurs, c'est un rassemblement d'hobbies. Dites-moi, les gars, on a vu qu'il y avait des boîtes exclusives aux fanatiques. Avez-vous la chance de mettre la main sur quelques boîtes exclusives en rentrant? Juste ouais, j'ai eu les trois. Moi, j'ai eu les trois. Ah ouais? J'ai gagné la loterie pour les trois, mais malheureusement, je ne suis pas revenu avec. Ça a été la boîte de Cactus Jack, c'était malgré que si j'avais écouté Shark Annuel, je l'aurais ouvert. Là. T'as bien fait. T'as bien fait. Elle se vendait quoi sur le floor? 1002 US, la Cactus Jack? C'était 1100. OK. Puis la boîte à la base coûtait 544 US. Ouais, souvent c'est le double. C'est fou pareil que tu peux doubler instantanément. Il y a peut-être moins d'engouement pour la Top Série 2 puis la Top Série 2 puis la Tops de F1. Les deux Fanatics Fest exclusifs. Parce que honnêtement, tout le monde avec qui j'ai parlé dirait qu'ils ont gagné cette loterie-là. Il n'y a pas eu grand monde qui ont participé. Vraiment, tout le monde s'était vraiment attardé sur la Cactus Jack. Puis c'était juste débile. Là, mais ces boîtes-là, c'est tellement dur à rentabiliser. Tu as deux paquets. C'est quoi, c'est 4 cartes? C'est deux paquets de 4 cartes. Ah ouais. C'est les cartes les plus horribles qu'il n'y a pas sur le marché. Pas d'autographe garanti. Là. C'est ça, t'as rien. Base number. Ouais, c'est ça, une number, t'es comme, mais pourquoi? OK, puis la carte est LED en plus, t'es comme, OK, c'est beau. J'ai vu, mais il y en a qui les ont ouverts, parce que j'étais à un bout avec quelqu'un, puis il y a deux jeunes qui doivent avoir vrai 15 ans, ils en ont ouvert chacun une. Ça. Le jeune de chanceux, il a pogné Travis Scott sur 50, qui est vraiment une carte qui rembourse sa boîte. Ce que tu voulais pogner dans cette boîte-là, c'est même pas un joueur de baseball, c'est Travis Scott. Ouais. En tout cas, c'est un gros engouement. Mais c'est limité. Ça aussi, il faut se le dire. Travis Scott était vraiment à l'honneur pendant la fin de semaine. Là. Que ce soit le vendredi, il a fait un show privé dans le théâtre Meta. OK. Après ça, ils l'ont fait. Michael Rubin l'a fait venir sur le stage de Tops, puis il signait des paquets, puis il les lançait dans la foule. Et je ne sais pas combien de fois dans le week-end j'ai entendu la chanson Fiend. C'était un après l'autre. J'étais en train de me demander si c'était pas Travis Conn. C'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'est correct, c'est tolérable, mais j'ai comme resté surpris. Avez-vous avec moi et Ellie, étant grand fan, ça paraissait comme naturel d'entendre ça tout le temps, puis ça mettait un bon vibe. Je ne l'ai pas compté le nombre de fois, mais c'est le genre de musique que j'écoute, fait que ça m'a juste mis dans un mode. Quelle belle ambiance, ça donne le goût, mais c'est vrai qu'à reprendre un feedback, j'avoue qu'elle a joué quelques fois. Parle-en un petit peu d'Eli, il n'est pas arrivé déguisé pour un concours pour gagner des billets au Super Bowl ou quelque chose comme ça? Non, c'était la stratégie qu'on avait, c'était ça, mais
c'est même chose pour les packs, il fallait que tu sois résident américain. Ah. Marc, il a été au-dessus des lois, comme d'habitude, ça ne l'a pas dérangé. Fait que lui, il s'est rentré dans le concours, mais comme c'était des gros prix, je pense qu'il aurait été un petit peu plus strict, un petit peu. Fait qu'on n'a pas osé, mais on a essayé de trouver les plus le fun quand même dans les gens qui avaient des costumes. Fait que on a vu quelqu'un en Seth Rollins avec Money in the Bank, avec sa petite échelle qui a traîné toute la journée. Lui, honnêtement, je pense que c'était la vedette. À chaque fois que quelqu'un le voyait, prenait une photo avec tout le temps. Même dans le fil d'attente pour rentrer, je pense qu'il a pris 25 photos. Okay. Ça, c'est solide. Mais t'aurais pu faire comme Marc, puis juste laisser le déguisement là-bas, puis participer. Regarde, il l'a dit, je suis pas revenu avec, mais il s'en est débarrassé parce qu'il peut pas traverser. T'aurais pu juste laisser ton déguisement, puis... Ben, c'est plus... puis le gars, honnêtement, le gars, c'est plate parce qu'il a pas gagné. Là. C'est pas lui qui a gagné, le Seth Rollins. Là. C'est le gars qui s'est déguisé en Saquon Barkley qui saute au-dessus, là, qui fait son reverse huddle. Là. Mais le gars de Seth Rollins, il faut lui donner, c'est un gros props. Là. Le gars a traîné un escabeau pendant 3 jours avec lui sur le floor. 3 jours. J'ai eu de la misère à me traîner pendant 3 jours. Le gars traîne un escabeau. C'est ça, je me demandais, les concours qu'il y a eu, il y en a eu plusieurs. Sont-ils déjà annoncés, les gagnants? Oui. Ouais, ça a été annoncé. Ben, tu as eu la compétition, les athlètes, puis tu avais des fans qui jouaient dans ça. Je sais que Tom Brady a fini premier. Deuxième, c'était un autre athlète, son nom m'échappe, mais le troisième, c'était un fan qui a gagné une LeBron James Refractor. Puis LeBron James, Tom Brady, il a acheté à la fin de show 250 000. C'était une gold, je pense. Une gold. Gold de 50. Ouais. Fait que tu sais, ça, une bonne fête. On n'aurait pas traîné. Yanakis puis moi, on n'aurait pas traîné une échelle. On aurait traîné un petit bag de Wendy's. Non. Imagine, là. Avec une roue, là. NHL. Les vendeurs de dogs sur la roue, là. T'as sa rue. Mais imagine ça, Wendy's. Puis pour revenir au Fanatics Game aussi, t'avais le deuxième qui a gagné, c'était Justin Gaethje, le UFC Fighter. Puis le gars a gagné une Ferrari. C'était des gros prix. Et j'ai resté surpris à quel point il y a un nombre de fans qui a fini dans le top 10. Mais le troisième, il doit avoir 6 fans. Parce que le règlement de ça, c'était si tu finissais pas dans le top 3, le meilleur fan gagnait 100 000, je pense, après ça, si je me trompe pas. Donc, fait qu'il y en a un qui a fini top 3, c'est phénoménal. Là. C'est des athlètes. Un fan qui finit troisième. Puis je l'ai vu lancer au baseball. Là. Le gars a tout défoncé au baseball. Il n'y a pas un athlète qui est arrivé proche de ce qu'il a fait. Là. Il lançait du feu. Ouais, c'est là que tu vois que lancer au baseball, c'est un art. Là. Parce que tu vois des gros noms, des fois, ils sont là, puis ça lance tout croche, pas fort, ils n'ont pas de motion. Je pense que c'est le plus dur là-dedans pour pas mal tous les athlètes. Là. Tu le vois dans les lancers protocolaires, tu sais. T'envoies ça à terre, dans le sable. Je l'ai fait, je me suis ramassé avec un lancer à la Tiffany Stratton. Là. Fait que c'était pas glorieux. Mais en avant de nous, pendant qu'on attendait, il y a Rhea Ripley qui est arrivé avec Kevin Hart pour faire leur compétition du Fanatics Game. Kevin Hart non plus s'est pas lancé, ça je vous l'apprends. Kevin Hart s'est fait lancer ou il n'a pas lancé, j'ai pas compris. Ça aurait sûrement été plus droit, ça. La compétition de se cacher, il aurait gagné. Rhea Ripley est arrivé et elle a fait une joke sur comment il était petit en plus. Non, man, c'était spécial de voir les gens aussi proches de ça. J'ai eu la chance de rencontrer Dennis Rodman, ce qui est assez spécial. Là. Il était littéralement là, juste en avant de moi. Là. Avez-vous vu le gars qui a apporté la robe de mariée qui a voulu faire signer à Dennis Rodman? Non, j'ai pas vu ça. Non, je l'ai pas croisé. Le gars, dans sa séance de signature, il arrive avec une robe de mariée puis il demande à Dennis Rodman de signer ça. C'était la face qu'il a faite. Mais moi, j'ai l'impression si ça va devenir redondant, si c'est encore Kevin Hart, c'est encore Brady, c'est encore Rodman l'année prochaine. C'est tout le temps la même chose année après année. Oui, mais non. Parce que je pense que tu vas tout le temps attirer. Les jeunes vont tout le temps y aller first. Ça, c'est sûr. Mais des gars comme ça a un aura qui est. On dirait que tu ne pourras jamais te tanner des entendre. Tom Brady dégage quelque chose que. Je suis pas fan de Tom Brady. Là. Je suis sûrement un de ses plus grands haters dans l'histoire parce qu'il a battu déjà mon équipe au Super Bowl. Fait que, tu sais, je l'aime pas, mais quand il était sur le stage, j'ai arrêté puis je l'ai écouté puis j'ai fait OK, c'est quand même impressionnant. Même chose de LeBron James. Je suis zéro fan, même si c'est dans les meilleurs facilement. C'est pas mon athlète que j'adore, mais quand il a parlé au stage, j'ai arrêté de faire ce que je faisais puis j'ai écouté.
J'ai fait comme, OK, il est impressionnant. Puis je pense que ces GOAT-là, c'est ça qui amène le show à un autre niveau. T'sais, même s'ils reviennent à chaque année, ça reste quand même... L'année prochaine, ils sont là, j'y retourne, puis s'ils reparlent encore sur le stage, c'est garanti que je me rassois puis je réécoute encore parce que, fuck, c'était impressionnant. T'sais. C'est les meilleurs. C'est ça qui est le fun dans ces shows-là, c'est que tu vois vraiment les tops des tops, que nous, au Canada, on n'a jamais ce privilège-là de pouvoir les voir en tant que tels. T'sais, aux États-Unis, des fois, tu as des séances signatures à gauche puis à droite. Ici, on a des séances signatures avec le Canadien, des choses comme ça, ce qui est normal, mais là-bas, c'est vraiment la coche qui était... C'est vraiment bien. Là. Honnêtement, je pense que tu ne peux pas te tanner vraiment de voir les meilleurs comme ça. Est-ce que vous avez été dans les chanceux qui ont rencontré ou qui ont vu de près Victor Wembanyama? Je sais qu'il s'est promené dans la foule le dimanche, je ne me trompe pas. Non, dimanche, je ne l'ai pas vu. Je pense que c'est samedi qu'il était là. OK. Ouais, samedi qu'il est venu, puis non plus, je ne l'ai pas croisé. La chose qui m'a marqué aussi, c'est j'ai été dans la salle les 3 jours, puis c'était tellement grand qu'il y a des choses qui sont arrivées que j'ai vues le soir dans des stories sur Instagram que j'ai même pas eu connaissance que c'est arrivé. Non, c'était impossible de voir. C'était impossible de voir en même temps. Il y avait trop de stimulation à gauche et à droite. C'était New York. C'était Times Square dans un show. Ouais. Tu sais pas où regarder. Quand tu te concentres sur quelque chose, tu rates quelque chose à droite. Puis là, tu as des cartes que tu veux essayer de voir aussi en même temps, mais tu as des athlètes, tu as des gens qui crient à gauche. C'est de l'ultra-stimulation. C'est fantastique, mais essayer de tout voir, c'est vraiment dur. Il faut que tu sois à ton affaire en tabarouette, il faut que tu aies la cédule puis tu saches où aller à chaque bon moment parce que sinon, c'est impossible. Mais de toute façon, c'est ça qui est le fun, c'est tu peux pas tout voir. Sinon, tout le monde parle de la même affaire. Tu sais. Là, il y en a qui ont parlé d'un événement, qui ont vu quelque chose. Oui, avec les réseaux sociaux, on le voit partout. Là. Mais de le voir en personne, c'est plate si tout le monde voit la même affaire. Okay. Tu roules, tu t'es intéressé par telle chose, ben, tu vas voir telle chose. Mais oublie ça, là, c'est tellement grandiose, il y a tellement d'affaires. Tout voir. C'est quand même cool aussi. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est pour les gens qui aiment juste faire les séances de signature puis les photo ops, c'était même pas sur le même étage, c'était l'étage en dessous. Okay. Fait que comme ça évitait que l'étage ou que toutes les booths soient trop crowded. J'utilise beaucoup d'anglicisme, mais ça évitait qu'il y ait trop, qu'on se pile les uns les autres sur les pieds. Puis j'ai trouvé ça bien pour ça. C'est sûr que j'aimerais ça que les prix des athlètes soient moins élevés, peut-être. Oui, ça jouait dans quel range de prix. Mettons là, qu'on prend un Dennis Rodman ou on prend ceux qui signaient là. Ça joue dans quoi? 125 US? Ah, plus que ça. Ah ouais. Mettons, Albert Pujols, j'ai checké parce que c'est un de mes boys. Puis, écoute, pour faire signer un 8x10, qui est une photo bien normale, là, pas un jersey, là, c'était 271 $ US. Si tu voulais faire signer un jersey, c'était 455 US, puis ils ne fournissent pas le jersey. Là. Puis aucune mention, aucun truc qui avait rapport avec le 700 home run. Écoute, c'était mais ils sont là. Ils sont là. Si tu as l'argent pour te le payer, tu es là. Ils sont disponibles. Mais ça se paye, cet événement-là aussi. Là, j'ai voulu juste prendre une photo avec. Puis c'était 210$ pour prendre une photo US. Là. Arrête. Et je comprends là, que c'est des grands, c'est des joueurs qui sont tous aux mêmes places, mais on va se dire, monsieur, madame, tout le monde, peut-tu se permettre ça? Non. Non, impossible. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était Johnny Manziel. Puis c'était 60$ US pour prendre une photo avec. Puis le coût d'entrée par jour, c'était quoi? C'était 60 US, je pense, si je ne me trompe pas, pour rentrer. Fait que c'est quand même 180 pour les 3 jours. À peu près, je pense que c'était moins cher quand j'étais en ligne. Mais tu sais, comme j'ai connu il y a des gens que je connaissais qui sont venus pour le vendredi, puis ils revenaient pour le samedi, puis ils se sont retrouvés à l'eau. Le samedi, c'était sold out. Là. Ouais. C'est pour sold out un événement de cette envergure-là. C'est fou. C'était assez impressionnant. Puis ça l'a paru aussi. Le Wi-Fi là, était dégueulasse. Ouais. Et c'était impossible. C'était dur à aller chercher. Ça, c'était... Tout le monde va être. Tout le monde va être ses reels, puis ses si, puis ses vidéos, puis ses live. Tout le monde a passé la fin de semaine avec leur cellulaire comme ça. Ouais. Non, c'est ça. La moitié faisait des lives avec ça, fait que tu gobais la moitié du Wi-Fi, puis les autres gens ils checkaient des coms ou ils checkaient qu'est-ce qui se passait à jour, quoi que ce soit. Fait qu'en effet, c'était très dur, mais tu sais, comme Marc a dit, vu la quantité de personnes concentrées à la même place, j'ai un gros doute qu'il y a un Wi-Fi qui aurait toffé ça. C'était impressionnant. Surtout sur 2 étages de même, c'était concentré. T'sais, le samedi, c'était plein en haut, puis c'était la grosse journée qu'il y avait full de monde en bas pour les signatures, mais c'était déjà plein en haut. Là. Fait que si tout le monde aurait été au même étage,
ça aurait été chaotique. Là. Honnêtement, l'organisation était vraiment bien pensée pour ça. En bas, c'était fluide. En haut aussi, à cause de ça. Mais si tu mettais tout sur le même étage, ça aurait été un... Mais malgré le monde qu'il y avait, là, tu pouvais très bien circuler. Là. Ça, il y avait assez d'espace pour circuler sans te piler les uns sur les autres. Là. C'est ça qui me faisait un peu peur au début. Là. Mais tu sais, le National, ça fait de la compétition. Ils ont-tu des idées justement à prendre de ça? Des conseils? Tu vois, l'espace, le Wi-Fi, ça, c'est tout le temps le même problème. Tu sais, c'est deux bébites différentes. Mais de prendre des fois les idées d'un pour te rendre meilleur, des fois, c'est... Tu sais, comment je te dirais bien? Je pense que le Fanatic Fest a le droit d'exister, mais je pense que ça rejoint peut-être pas tout le monde qui va au National. Exact. Non, ça le dit, hein? Ça le dit, Fanatic Fest. Ouais, exact. C'est ça. On feste-toi. C'est ça, c'est un show de boucan. Si t'as pas de compte TikTok, je suis pas sûr que tu as le droit de rentrer là. Non, mais dans la merde, toi. Non, mais ma question... Tu serais dans la merde, toi, hein? Ah, regarde, amène-moi même pas là. Non, mais ma question, c'est pas ça. Là, je vais même pas y aller. C'est juste de prendre des suggestions puis de prendre des idées d'un autre événement. C'est pas un comparatif, là. C'est pas ça qu'on dit. Je suis jamais allé au National, mais je pense pas que c'est la même clientèle. Quand tu parles du National, le gros commentaire qui est revenu pour le Fanatic, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de vintage. Puis je pense qu'au National, c'est une grande clientèle différente. C'est plus axé sur les cartes, puis c'est correct comme ça. Il en faut tout pour le hobby. Puis je pense que cet événement-là s'adresse très bien à la clientèle peut-être un peu plus jeune du hobby. 100%. La clientèle tu viens de créer deux événements d'envergure qui sont complètement à l'opposé, mais qui rejoignent quand même les collectionneurs. Puis je pense que chacun va garder son identité puis va faire en sorte qu'ils vont être bons dans leur entité. Là, il y en a un que c'est amener du monde dans le hobby. Puis l'autre, ben, c'est faire rouler le hobby avec un événement majeur. National, ça reste le Super Bowl, là, ça reste le... Mais le National, le Fanatic Fest, c'est l'équivalent de la zone corporative du National. C'est carrément ça. C'est soit 80% du Fanatic Fest, c'est une section corporative. Qui est des ligues, qui est des compagnies qui sont dans le hobby, tout ça. Puis tu as une petite partie, tu avais 250 kiosques de cartes. Tandis qu'au National, tu vas avoir peut-être 20% de la salle qui va être une zone corporative, puis 80% qui est des kiosques de cartes. C'est ça, je dis, même moi, mettons, à la base, j'allais même pas là pour les cartes, j'allais là pour l'expérience. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le hobby, à mon avis, avant. C'est quelque chose que Fanatics a amené. C'est un point positif, pour une fois. Puis, comment il s'appelle, je pense que ça va bien vieillir, à condition de pas trop... comment je pourrais dire ça? Pas trop milquer ça, là, mettre de l'emphase sur des trucs. Là. Les vedettes, c'est cool, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps les mêmes, comme tantôt vous avez abordé. Là. Pas ça pour les bonnes raisons. Pas juste pour... Puis, les Fanatics Games, c'est cool, mais j'ai hâte de voir le documentaire qui vont sortir là-dessus. Ils sont supposés en sortir un. Ça a tout été... ouais, ils ont fait un documentaire là-dessus. Ça va tout être diffusé sur Instagram et tout ça. C'est gros, là. Il y avait une grosse production en arrière de ça. Yanakis ne verra pas ça. Non, il n'y a pas Instagram. Fait que si on avait le moindre doute qu'il allait peut-être s'abonner à Instagram, tu viens de casser ça instantané. C'est mort. Mais non, les gars, écoute, quel a été vos plus gros pick-up? Parce que là, on parle du show et tout, mais Steven, j'ai vu un gros pick-up, si je ne me trompe pas, une belle Steph Curry auto, pas auto, mais rookie. Marc, tu m'as envoyé une super royalty buffer incroyable. Parlez-nous un peu de vos gros pick-up. Je sais que Marc, tu nous as parlé un petit peu tantôt que tu es allé un petit peu plus dans ce qui était le moins recherché, mais parlez-nous un petit peu de vos pick-up de la fin de semaine. Ben écoute, moi j'allais là avec aucune intention de juste dépenser pour dépenser, parce que je me suis dit, au prix des tables, ça va juste être du ultra high-end. Fait que là, je vais peut-être aller chercher une pièce rare si je réussis à trouver. J'avais des traders. Je sais qu'aux États-Unis, des downtown, des kabooms, c'est de l'eau. Tu mets ça sur les tables, les gens me relancent l'argent, puis ça roule. T'sais.
Donc, je m'enlignais peut-être un petit peu plus sur ça s'il y avait ce genre de produits-là que je voyais un petit peu moins. Je me dis, je vais me préparer pour le National. Je vais peut-être essayer d'aller en chercher un peu si je vois des prix abordables. 5e table qu'on passe avec Ellie. Je vois la Steph Curry, Bowman, Blue, PSA 7. Direct, c'est sur le Lascom à 1150 US. Là, je dis, bon, on va essayer de commencer la journée comme il faut. Je monte mes traders un peu. Je réussis à trade 2 downtown, une kaboom, puis de l'argent pour. J'arrive pile avec le montant que je voulais. Bien content. Je me dis, crème, si la journée est comme ça va être quand même bien. T'sais, son prix était raisonnable, tout était beau. Fait que, 5e table, j'avais déjà mon chase de la journée. Je me sentais léger un petit peu plus après ça. Puis après avoir fait le tour, c'est les case-sites aux États-Unis, c'est populaire. Toutes les case-sites de Mosaïque, toutes les Select, toutes les Cabos, les downtown de ce monde, tu as des cases avec juste ça. Moi, j'adore ces cartes-là. Mais c'est là que tu vois que là-bas, c'est tellement liquide qu'ils négocient tout de la même façon. Oh, je te donne 80% de la valeur parce que je sais que je vais la vendre à 90 à l'autre. Fait que c'est juste des cartes à flipper. Fait que ça me donnait un peu moins le goût de rentrer dans ce jeu-là. Fait que j'ai regardé un petit peu. J'ai vendu ma downtown de Trevor Lawrence pour avoir un peu d'argent aussi pour continuer mon show si ça allait. Puis j'ai quand même fini avec une downtown de Cal Pitts, PSA 10, rookie, à un prix ultra raisonnable parce que le gars, il croyait plus, puis moi, j'y crois encore. Fait que je me dis, go, ça a été mes 2 picks de la journée. Mais ma Curry qui est juste là. Ouais, montre-nous ça. Ouais. Wow. Ouais, je suis assez content. Là. Honnêtement, c'est. C'est quoi? C'est des Walmart exclusives? C'est quoi? C'est sur. Ça, c'est Bowman 1940. Bowman 48. Je vais aller chercher. Exactement. Ouais. Qui est numéroté sur 1948 aussi. Fait que la pop est ultra lourde. La pop sur 1948, il y en a juste 940 quelque chose de sorti. Puis, mon avis des cartes un peu de ces années-là, PSA 7 et plus, moi, je trouve que les cartes sont en plus que bonnes conditions. Surtout avec les borders bleus de même, là, c'est difficile. Mais c'est ça, puis je le regardais, puis tu sais, mettons que je l'aurais trouvé en PSA 2, même si c'était le genre de carte que je voulais, puis elle n'est pas belle, je me dis, je sais pas, il faut que je la regarde et que je l'aime, cette carte-là. Mais tu sais, elle, en 7, je la trouvais parfaite. Fait que ça a été juste un no-brainer. Puis je me suis aligné là-dessus direct en commençant. Puis le reste de la journée, ça a été, on a zioté. Ellie est un petit peu plus carte low-end, fait qu'il a trouvé un petit peu plus de stock, lui, qui a réussi à rouler. Mais le gros roulage de stock a été au Trade Night. C'était ridicule, ça. Tu mettais tes choses sur la table, les gens arrivaient. Combien tu veux pour ça? Check les coms, 80% donne de l'argent. Puis des fois, c'est des enfants, ils ont 16, 17 ans. Ils sont là, puis ils sortent un 1200. J'étais comme, mais tu travailles où? Il en tombe de la pelouse encore. C'est lui qui fait le Central Park au complet. Là, mais oui, eux autres, King of Cards, ils l'écoutent. Il est comme, OK, il flippe à ça, on roule avec l'argent, on roule. C'est comme, c'est cool parce que je trouve ça le fun de voir des jeunes passionnés avec ça. Ils trippent sur les cartes. Mais des fois, je me demande juste, est-ce qu'ils trouvent juste que c'est un asset ou ils trouvent la carte belle pour vrai? Puis c'est ça que j'ai trouvé un peu poche là avec. Moi, mes cartes préférées, c'est les Cabos. Mais c'est tellement juste un asset, les gens là-bas qui regardent le joueur, ils regardent ses marqués rookie puis le grade, puis c'est go, on y va avec ça. C'était comme, oui, mais je veux dire, est-ce que tu aimes la carte? Est-ce qu'elle t'intéresse? Il y a des gens qui sont venus chercher mes Devontae Smith que j'avais, qui sont un petit peu plus rares. J'avais des jersey number, puis le gars, il dit, hey, j'ai appris à le connaître avec le Super Bowl, j'adore ce gars-là. C'est quoi tes prix pour ça? Ça me fait bien plus plaisir de vendre mes cartes à quelqu'un qui commence à aimer ça, puis qui voit des cartes un peu plus rares, puis qui se dit, hey, je vais le payer le fort prix, mais au moins, je vais aimer la carte que juste des flips de roulage de cartes de je ne sais même pas c'est qui, c'est de l'argent. C'est correct, comme je dis, ça permet au stock de rouler, mais je trouve que tu perds un peu l'âme des cartes. C'est quand même le fun de collectionner. À un moment donné, tu regardes et comme, hey, je l'aime, cette carte-là. Vas-y, Yanakis. Le gars qui a acheté tes Devontae Smith, c'est peut-être un super collector en construction de Devontae Smith. Exact. Ou un gars qui va avoir une thématique bien précise. Dis, moi, je ramasse rien du Devontae Smith, mais jersey number. Exact. Et l'autre gars que tu parles avant, là, ça, là, c'est l'archétype de l'étoile filante dans le hobby. Qui, selon moi, pour lui, n'est pas un hobby, mais juste une façon de fronter du cash. Pour lui, là, que ce soit des cartes de sport ou des tondeuses ou des flamants roses, s'il est capable de faire une pièce avec ça, puis de flasher, puis de montrer son gros bling-bling, ben regarde, il va le montrer. Là. Fait que je suis d'accord avec toi. T'as comme les deux antipodes. Là. Mais tu sais, le seul moment que je me dis que faire ça, parce que je l'ai fait un peu, quand j'ai commencé dans le hobby, moi aussi, c'était toujours dans le système de trade-up pour aller chercher des cartes plus high-end que j'aime. C'est ça. Fait que, est-ce qu'il a fait ça pour finalement aller chercher
une Joe Burrow rookie, nanana, puis que c'est sa collection, tout. Moi, je me dis tout le temps, au fond de moi, c'est sûrement pour ça qu'ils font ça. Tu sais, à 16-17 ans, ils veulent pas leur retraite tout de suite. Les autres, ils veulent rouler ça pour peut-être finir avec une carte qu'ils adorent puis qui est dure à acheter. Tu sais, quand la carte vaut 5000, c'est bien plus facile de flipper des cartes un peu puis de te rendre aux 5000 que de fronter 5000 d'un coup. Tu sais, ça fait moins mal. Puis au final, ta carte à 5000, tu as peut-être coûté juste 3002. Tu sais. Fait que je me dis souvent, j'espère que c'est pour ça qu'ils font ça. Puis j'embarque dans le jeu aussi. Là, je suis le premier, moi aussi. Là, mes cartes chères, je les ai eues en trade-up tout le temps. Donc, c'est part of the game, je pense. Mais oui, vite, Paul, 30 secondes, juste pour glisser ça. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, puis c'est vraiment, comme vous parlez, c'est une mentalité complètement différente là-bas. Là. Je veux dire, le monde achète des cartes en avant du boot pour revendre au boot qui est en avant d'eux autres. Là, fait que c'est vraiment une game, eux autres. Là. Comment je peux dire ça? C'est pas une manière de collectionner, c'est vraiment un jeu pour eux autres. C'est de voir comment qu'on peut ramasser le plus de profit le plus rapidement possible. On est loin de la pureté du hobby. Là. Ah, très, très loin. Mais c'est la même affaire que je te pose la question quand tu avais 14 ans, puis qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie? Je sais pas. Je vais être pompier, je vais être chirurgien, je vais être ci, je vais être ça. Ben là, ils se découvrent là-dedans. Au moins, ils sont dans le hobby, ils flippent. Ça, oui, ça fait rouler le partie hobby. de l'écosystème. À un moment donné, ils vont se découvrir de quoi? Ils vont partir dans leur lane. Ça va être ça. Là, ils sont encore à... Je vais être pompier, je vais être ambulancier, je vais être ci, je vais être ça, je vais être avocat. Ben, c'est ça, c'est flipper. Mais ils sont dans l'écosystème, ils font rouler les cartes. C'est correct. Mais à un moment donné, c'est sûr et certain, à un moment donné, ils vont se trouver de quoi? Mais ça fait bouger. Exact. Ça fait bouger. Moi, je pense que les flippers, encore une fois, je mets ça en général, c'est pas une chose mauvaise en tant que telle, parce que oui, ça permet aux cartes de rouler, puis ça peut toujours amener... Tu sais, moi, il y a des cartes que je suis sûr que j'aurais peut-être jamais vues si quelqu'un n'aurait pas flippé la carte 7 fois avant. Mon Grail, à moi, que j'ai acheté cette année, c'est ma Devontae Smith Gold Kaboom Jersey Number. J'ai rencontré à une table le dernier gars qui l'a eu avant. Il a vu ma carte, je l'avais sur une chaîne dans mon cou. J'étais en mode New York un peu, là. Puis il l'a vu, puis il m'a dit, c'est-tu la Jersey Number? Je dis oui. Il dit, bro, c'est moi le dernier qui l'a eu. Là, il m'explique un petit peu l'histoire, comment il avait réussi à l'avoir, qu'il avait mis sur eBay, que c'est moi qui avais acheté. Fait que, tu sais, je trouve que ça permet quand même à certaines belles cartes de ressortir du lot, parce qu'il me dit, ce gars-là qui l'avait avant lui, il dit qu'il a fait une offre parce qu'il aimait Devontae, puis il aimait les Gold Kaboom, puis il voulait rouler un peu de stock, mais il dit, selon lui, jamais le gars l'aurait bougé, parce que c'était une de ses cartes de collection qu'il trouvait belle, fait qu'il l'aurait jamais bougé. Fait que je me dis, ça a permis à moi, au final, de retrouver mon Grail. C'est quand même cool, tu sais, c'est un roulement de cartes, là. C'est ça, parce que sinon, ça serait plate si la carte, elle se ramasse dans les mains de quelqu'un, elle ne bouge plus. Exact. Il resterait quoi, à part ce qui sort des packs? Tandis que là, ça se promène, ça se flippe. Fait que ça prend tout un peu, mais tu disais les jeunes, c'est sûr que je pense pas qu'ils veulent juste ils veulent juste s'amuser là-dedans. Mais ils sont là, puis regarde, tu le vois, là, ça en amène beaucoup plus de monde qu'avant. Là. On est dans un mode d'influenceur, puis peu importe ce que l'influenceur va faire, le jeune va le faire. Fait que, aujourd'hui, ils veulent plus être pompiers, ils veulent être Show Speed puis King of Cars. C'est ça. C'est ça. C'est carrément ça. C'est la génération Internet. Là. Exact. Ouais, exact. Fait que, Marc, toi, montre-nous un petit peu ce que tu as réussi à ramasser. Un V-Friend. Non. Oh my God. non. J'ai sur le rouge en bas, tu reviens plus ici. Non, un de mes pick-ups que j'ai eu pour ma PC DJ, c'est Yes Savage. Ici, c'est la Speckle sur 71, PS 10. Auto 10. Fait que tu sais, honnêtement, je pense que c'est une question de marché. Là. Au Canada, on n'en trouve pas beaucoup à cause que les gars des Jays les gardent tous. Fait que là-bas, quand tu arrives dans des marchés comme ça, à New York, ben, ils s'en foutent un peu plus. Ça. Ils font je n'ai pas payé le premium de Toronto. Là, si je devais ramasser à Toronto, je l'aurais probablement payé 20% plus cher, peut-être. Sinon, j'ai pensé à toi, Paul, quand j'ai ramassé ça. Une Churio auto recrue sur 99. Inception? Non, les Extravaganza là, dans Bowman Sterling. Fait que ça. Puis mon plus beau pick-up, ça a été ça ici. C'est Bruce Buffer auto dans Royalty. C'est 99 avec un bout de saut. Puis le saut, cet écran en arrière, ça a été porté pendant l'UFC 300. Nice. Fait que, la carte est vraiment belle. La patch était 40.
Fait que c'est dur de faire plus beau que ça. Ça a vraiment été ça, je pense, mon top 3 des pick-up. J'allais pas là pour les cartes à la base. Ouais, Fait c'est que, ça, la buffer, ça bouge pas. La Churio, je vais peut-être l'amener avec mon National, mais je suis pas sûr. Puis la Yes Savage, ça bouge pas là, pour le moment. Fait que c'est des trucs qui rejoignent ce que je collectionne. Puis que c'est plate à dire, mais c'est des choses qu'on voit pas dans les shows ici. Parce que c'est soit que les produits se rendent pas ici, ou deuxièmement, le monde ne collectionne pas ces produits-là. Ou ils les apportent pas. Ou ils les apportent pas en se disant ça sortira pas, il n'y aura pas de demande. Exact. Tu sais, des fois, amène ton stock, puis il y a quelqu'un d'intéressé. C'est comme quand tu dis je vais aller à Toronto, je vais amener du Austin Matthews. Ben plat pour toi, mon chum, mais il y a 1000 autres books qui ont du Austin Matthews. Et voilà. Et je te dirais que la seule chose que j'ai remarqué en fin de semaine, c'est que si tu amenais du Aaron Judge à New York, c'est sûr que tu ne repartais pas avec. C'était la seule chose que j'ai vue, mettons, comme joueur de New York, ça, puis Jeter, qui bougeait. Mais sinon, le Juan Soto, ça bouge pas. Dominguez, ça bouge pas. C'était flagrant, là. J'ai vu des monstres de Soto et Dominguez. Puis les gars, c'était dans un petit coin dans le display. Puis c'était pas upfront là, pour tout le monde. Là. Mais anyway, c'était pas un show pour ça. Tu dis c'est 20% de cartes. Mais c'était pas ça le but. C'est quoi les. Dernière question sur le Fanatic Fest, c'est quoi les plus gros monstres que vous avez vus sur le floor? On a parlé tantôt de la One of One de Jaden Daniels, mais c'est quoi les plus gros morceaux que vous avez croisés durant la fin de semaine? Il y avait le musée. Là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai posté quelques photos sur le groupe tantôt. Là. Il y avait le musée de Fanatics en bas. Là. Ouh! Tabarouette. Il y avait le set complet de PMJ 1997 Green de basketball en display avec la Jordan, la Kobe, tout. Le set était complet. Tout gradé PSA. Green, c'est sur 10? Hein? Ouais, c'est sur 10. Puis la Jordan, vaut quoi, 2,8 millions, genre? Pas loin. C'est ça. Fait que, t'avais ça. Il y avait un display qui c'était juste pour les débuts de page de MLB. Il devait en avoir à peu près une quarantaine dans le display. Ouais. Dont des gros noms, genre Jackson Chourio et tout ça. Les Causer, Chourio. Ils étaient tous là. Ouais. Il y avait même le Grail de Yanakis qui était en bas. C'était la Pokémon PSA 10 de Logan Paul. La Illustrator? Ouais. C'est niaiseux, mais dans toutes les cartes que j'ai vues en bas, c'est sûr que la chaîne autour qui à la Logan Paul, là, vraiment inutilement impressionnable, mais c'était inutilement impressionnable. Wow! La plus WNBA que j'ai vue de toute ma vie. Mais quand je l'ai vu en vrai, j'ai eu un 2 secondes. J'ai fait comme, OK, on dirait que j'ai vu l'ampleur le début de la folie de Pokémon à cause de ce gars-là. En la carte, j'ai fait comme, OK, c'est un real pour vrai, puis en vrai, quand même superbe la carte, on s'entend. Mais on dirait que j'ai vu l'histoire de Pokémon commencer avec ça. Le hype de Pokémon, je veux dire, commencer avec ça. J'ai fait vraiment cool. Ça. Il y avait des beaux morceaux, là, des Super Fractors, LeBron James, des belles pièces aussi. Il y avait un display, tu avais des Otani Super Fractor Rookie Auto. De Sapphire, qui était là. Casually, là, qui chillait là avec 2 sur 25 Bowman Rookie Auto. Tu avais des gros morceaux. Mickey Mantle recrue PSA 9. Puis à côté, tu avais une Hank Aaron PSA 10 Rookie. C'était comme. Tu vois pas ça. Là. Les seuls moments que tu vois ça, c'est quand Golden fait son show là, sur Netflix. Puis sinon, ces cartes-là, tu les vois pas sortir. C'est comme aller au Louvre. Ouais. C'était musée de la carte. Et c'était pas juste des cartes non plus dans ce musée-là, c'était aussi des pièces de l'histoire. Ça allait être la balle de Freddie Freeman qui a fait son Grand Slam en série mondiale l'année passée. La balle était en exposition. T'avais. Qu'est-ce que t'avais d'autre? T'avais-tu le traducteur de Shohei Ohtani qui était là avant de rentrer en prison? Ouais, t'avais. Lui, il était dans une cage en avant, puis c'est lui qui ramassait les donations. T'avais son bout de barreau. Mais non, tu avais le premier saut que Lewis Hamilton a porté à ses débuts en F1, en F1 ou en F2. Là. Puis t'avais
Ouais, puis t'avais quelques gros morceaux là, que j'ai comme resté pas eu 2 minutes quand je les ai vus là. Tu te dis des bad game news de Babe Ruth, tu sais, t'avais du gros morceau. Fanatics ont mis le budget, puis je trouvais que pour l'argent qu'il y avait dans ces displays-là, il n'y avait pas grand sécurité autour. Ouais. Honnêtement, je pense que j'ai même pas vu un garde de sécurité autour de cette région-là. Là. Il va y avoir des snipers, là. Snipers Ouais, un peu je partout. sais. là. La seule affaire qu'il y avait, c'était la compagnie à Dana White qui donnait des boissons énergisantes à la sortie. Eh boy. C'est la seule affaire. Là. À la sortie puis à l'entrée, je confirme, il y en avait partout. Partout. Ils voulaient que le monde soit dedans. Là. Ils voulaient que le monde suive la musique. Là. C'était. T'avais soif, pas de l'eau, prends ça. Ça va être mieux. Oh. Écoutez, les gars, merci d'avoir pris le temps de jaser Fanatic Fest. Est-ce que vous restez avec nous le restant de l'épisode? On va jaser les nouvelles, on va faire une question avec un petit débat, puis Absolument. parfait. On va passer ces nouvelles, mon Polo. Grosse nouvelle dans le monde du soccer. Non, on va commencer avec celle de Steph Curry. Une Steph Curry Tops Now Night Night One of One PSA 10 Auto 10 qui s'est vendu pour la somme de 518 000 US. Pour ceux qui disent que le basketball est tranquille dans le monde du hobby, là, on vient de voir l'effet contraire. La carte est hallucinante. 518 000, je vais être franc avec toi. Je vais être franc avec vous autres, je trouve un petit peu cher. Mais ça reste une one of one, ça reste une carte qui est hallucinante. L'image est iconique. Ben, ça reste un moment. Ouais. C'est pas une carte, c'est un moment avant toute chose. Là. Ouais. Un moment avec USA marqué dessus. Là. Fait que je pense que tu vas chercher un côté patriote des Américains assez solide avec ça. Là. Effectivement, mais c'est toute une carte. Puis peut-être que cette vente-là va délier certaines personnes qui sont encore propriétaires de paquets de Tops Now avec la LeBron, Durant, Curry. De dire, bon, je l'ouvre-tu parce que si ça c'est vendu 500 000, l'autre va se vendre 1 million? 1,5, 2 peut-être? Ben, 10-10, ça rajoute quand même un premium. Là. 10-10, Ouais. une minute, on va checker. C'est pas sticker, c'est vraiment on card. Ouais. Mais la carte, la Triple Auto, là, c'était pas une rédemption. Oui, elle est en rédemption, mais d'un paquet. Ma vraie question, ils vont-tu la faire expirer? C'est 10 ans les expirations de Tops Now? Je sais pas les Tops Now par contre. Ouais, c'est 10 ans. Je pense qu'ils sont allés à terme avec les 10 ans. Mais tu sais, c'est pas une patch. C'est une flagship paper. Tops Now flagship si on veut. Mais pas de patch. Mais oui, non, c'est ça. Si le prix que quelqu'un veut payer, 518 000 US. Mais c'est comme Yanakis il dit, c'est le moment. Steven a un bon point sur le fait que c'est USA. T'es dans un moment patriotique. C'est patriotique. Prends la même carte non licenciée de n'importe quel produit que Tops nous vomit quasiment tous les semaines au basket. Là. Je te confirme, on ne va pas chercher 500 000. Là, loin de là. Non. C'est la plus grosse vente de Tops Now qu'il y a eu jusqu'à maintenant? Oh, je pense que oui. C'est pas le solide. Parce qu'ils vont chercher souvent moins d'argent dans les Tops Now. Fait que je suis comme surpris qu'elle soit vendue aussi cher que ça. Parce qu'elle 10-10 peut-être. Ouais. Ben, ça vient peut-être d'ajouter. One of one. Ouais, mais ça vient d'ajouter un premium pareil. Je sais. Ça t'a ajouté un 10-15% quand même de plus, d'après moi, à cause du 10-10. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui tire sa gâchette, il fait c'est une 10-10, let's go, on y va. Mais c'est une heure Finalement, de. c'est Alex Rodriguez qui l'a acheté, puis il se demande quelles conditions qu'elle est. J'espère juste que Tops ne sort pas dans un de ses releases l'année prochaine, la même photo autographiée avec 42 parallèles différentes. Puis toi, tu as dépensé 560 000. Genre, ils vont pas. Avec le Buyers Premium. Le pire, là, c'est que c'est tellement leur style de faire ça. De ressortir la même image dans une. Ils vont faire la DD. La DD et non la Night. Mais ils l'ont fait avec Prism, là, avec les cartes de USA. Fait que ça se peut très bien que Top Scrum, tu arrives une carte de Night qui arrive à un moment donné, une parallèle. Là. En tout cas, ça se peut très bien. Messieurs, dans le monde du soccer, on a eu la 4e carte vendue la plus chère de l'histoire. La Lamine Yamal Top Scrum UEFA Euro 1 de 1, PSA 10 Auto 10, vendue pour 397 000 US. 4e carte, la plus chère de l'histoire du soccer, pour un gars de 17 ans. Vous pensez quoi de ça?
C'est sticker auto. C'est C'est sticker. sticker. Ah oui. Oui, Je pense c'est que sticker. oui. Je pense que oui. Je pense En que bas à droite, là, exactement où tu mets ton curseur. Là. On le voit, oui. le C'est sticker. quand tu le vois là. Comme ça. Ce qui me surprend le plus, c'est que cette carte-là est chercher ce montant-là, puis mais que sur la carte, il porte son équipe nationale. Et non Il y a son aussi- équipe comme le FC Barcelone. Habituellement, ça va chercher moins. C'est son national debut. Fait que c'est une recrue, mais pas recrue, si on veut. Fait que imaginez sa top scrum. Ouais, mais il y Dans a, le kit il du y a eu un Barcelone. méchant euro, là. Ouais, il y a ça aussi. Là. Il jouait Puis au soccer, le jeune, là. Ouais, puis il a connu. Il était il a de connu- loin le meilleur joueur du tournoi. Ouais, Même pas puis- proche. Puis c'est là que tout le monde a commencé à comprendre l'ampleur de la bébite, là. C'était. Je comprends. Je me souviens d'un certain Ansu Fati aussi, dans les années Mais c'est ça. 2021. On l'a hypé de la même façon, Patty, puis il est où, là? Il C'est joue ça. à Longueuil, là, dans l'FC Longueuil. Là. Il joue à Ligue 1, genre. Mais Non, tu sais, on parlait du côté patriotique de la carte de Curry. Celle-là peut l'avoir aussi. Là. Effectivement. On s'entend, là, pas besoin d'être actuaire pour comprendre où est-ce que cette carte-là a dû être expédiée. Là. C'est Probablement encore en là, Espagne. c'est surprenant parce que la culture des cartes commence à s'implanter de plus en plus en Europe. Mais tu sais, c'est récent. Là. On part de loin, là, on part des stickers. Là. On part des stickers qui se vendaient des prix de fou. Hein, j'achète des cartes à 350 000 500 000 c'est de la grosse argent quand tu penses à ça. C'est un changement de mentalité majeur. Si les Européens commencent à se lancer dans le marché à ce point-là, est-ce qu'on va avoir une hausse des cartes? Une hausse de certains Si ça décolle, là, ça sera pas chic. Là. Ça va. Et où la fin? Là, je trouve, personnellement, c'est peut-être, j'ai pas l'argent pour ça, là, je trouve que c'est démesuré comme banque. Là. Pour quelqu'un qui n'a pas rien prouvé encore, oui, il y a eu un gros euro. Il y a eu, une saison extraordinaire, sauf que est-ce qu'il va être capable de répéter ça à long terme? Ouais, mais là, Marc, ça marche pas. Là, 15 minutes, là, puis même là, sur Internet, tout le monde est en extase, là, parce qu'il s'est vendu une carte de Jaden Daniels, un demi-million. Ah oui. J'ai pas dit que ça faisait du sens non plus. Ça me fait. Puis je trouve toujours ça drôle. Le monde, c'est comme hey, c'est malade. Il y a un des avantages, ou ça peut être un avantage d'avoir des cheveux gris. Moi, je me souviens de Robert Griffin III. Puis il y avait un livre qui avait été écrit sur lui, puis c'était comment Robert Griffin III va changer la façon qu'on joue au football. C'est pas arrivé. Là. Je vais faire une petite recherche Amazon, je vais essayer de vous trouver ça. Là. Ah, écoute, la Daniel, je dis pas que ça faisait du sens. C'est plus, je pense, la façon que ça a été fait qui était impressionnant. Puis, honnêtement, il y a 90% des chances que ça soit scripté. Là. Il n'y a personne qui se donne une carte à 500 000 dans ses poches. Là. Sûrement. C'est Wildcards qui l'avait. C'est un des plus gros influenceurs américains. Il y en a il est en avant. Là, il était là, puis là, il fixe dans les yeux, puis il fait. C'est sûr que c'était scripté. Il y a 5. Ah ouais? Il y a 5 Daniels. Ouais, quand même. Là. Wildcards, c'est un des plus gros influenceurs aux États-Unis. Ça donne c'est lui qui avait la carte. Je veux dire, ils savent que les plus gros sont là. C'est sûr qu'ils vont coller à la shot puis ils sont prêts à débourser. Là. Lui, de l'argent, le propriétaire de Washington, il se lève le matin, il a un rond d'argent là, sur son oreiller. Là, ça ne l'inquiète pas. Là. Il devait déjà avoir une entente de fait ça pour le show, on s'entend. Si tu fais venir ton QB vedette au show, il faut que tu fasses un show. Il faut que les gens voient ton QB. L'entente était faite d'avance. Ouais, j'ai l'impression aussi la vente est vraie, mais ils ont dû se faire une entente avant. Puis là, tu le vois, il sort et il dit on le fait dessus. Il a comme pris une seconde et quart. Il fait ouais. Fait que tu sais, c'est une vraie vente, mais ça s'est fait avant. Ça s'est pas fait sur le fly le même. Parce que Rock, il y en a 5, là, Jaden Daniels, une de une. Il y a la Black Fanet, puis il y a 4 autres variantes, là, une de une. Tu sais, de Daniels. Là. Fait que là, c'était une de ces une de une. Ou peut-être qu'ils l'ont reaché pour dire j'aimerais ça d'en avoir une de tes 5. Là, il était probablement invité par Fanatics là, pour être là. Ah, exact. Oui, ça, c'est des fortes chances, mais ok, Colin. Je crois au lit comme ça, là. Kevin, arrête de croire Pernel. Je sais, mais j'aime ça. J'aime ça. Ça met de la magie, là. C'est ça, New York, non? Effectivement.
Je te garantis qu'on est resté, c'était pas de la magie comme ça. C'est correct. C'est correct. La magie a un plus petit budget un peu, là. Ouais, Les c'est ça, gars? la magie du Bronx, ça. Hey boy. Une carte qui sort de l'ordinaire, messieurs, la Top Star 101 du Pape Léo. T'en as quand sur Fanatic Collex? Combien vous pensez que cette carte-là peut finir? Elle est déjà à 6 000 $, je pense. Écoute, tu viens de me dire que la, comment ça s'appelle, la Steph Curry a fini à 500 000. Il n'y a aucune limite, je pense, pour la Papléo. Là. Moi, mais 9. Un 9, ouais, ben attends. Là. Ouais, mais hey, c'est le premier pape américain, Ouais. là, oublie ça, là, c'est sûr, certain qu'il va aller chercher. Moi, je pense qu'elle va finir plus haut 50 000 $. Mais C'est une qui mais là, le non-chrétien qui a donné un 9 pour elle? C'est qui? Tu reçois la plus grosse carte ever de la religion, tu mets un 9. Moi, je suis surtout content vas-y, que là. ça soit regardé par CGC. Là. Merci, Ah oui, Marc. ouais, Merci, ouais, Je suis Marc. 100% d'accord avec toi. Hey! Ben, Rendu ça devait là. être non, mais ça devait être pour le return rapide. Peu importe, une heure de 1. Moi j'aurais mis, j'aurais mis une SGC. Dans la journée même. Là. J'aurais mis une SGC 14. Une KSA 66. Une KSA 666 même. Mais tu sais, moi, je vais y aller avec ma prédiction. Je pense qu'on va finir autour de 70 000. Ouais, ça a du Ça sens. fait pas de sens, à mon avis. Là. Mais c'est à voir le marché qu'on a actuellement. Il Oubliez y a pas, quelqu'un qui est fanatique pour Hey, payer Le, ça. le premier pape américain. Oui, mais t'as Ouais, peur, c'est là. ça. On est là à dire, hey, le soccer, c'est un gros marché. Ouais, Hey, la religion, F1, c'est c'est mondial. La religion chrétienne, là, il y en a 15-20 là, qui croient à ça ardemment à sa planète. Là, Oh, mais ils ont fait un vœu de pauvreté. Ouais, Richard Desjardins en parlait dans une de ses chansons, on appelle ça un rastapoire. Tu iras lire, c'est quoi un rastapoire? Regarde moi, j'ai été au Vatican, je peux te garantir que c'est pas un vœu de pauvreté qui a été fait. Et Chris, il pourrait tout Ah, nous mais acheter à crédit. Il était pas là justement au Fanatic Fest à signer? Non, c'était l'AI, ça. C'est où? Il n'a pas été à un événement? Non, c'était l'intelligence artificielle. Ok. On n'a pas vu la pape mobile arriver en avant. Mais le Père Noël, on y croit Ça, encore? Bon, ben, je crois à l'intelligence artificielle. Hey, mais juste comme ça, ben toi, Marc, c'est sûr que tu as vu ça. Il y a un produit qui s'en vient exclusivement sur le pape. Hein? Oui, c'est. Ben, j'ai vu. J'ai checké la checklist parce que j'étais tenté d'en commander. Ouais. Mais honnêtement, je m'attends à un produit décevant. Il te montrait qu'il y avait des autographes, des affaires de même. Ouais. C'est des facsimile autographes. Ouais. Fait que c'est une réplique de son autographe dans la carte. Hmm. C'est un peu comme le produit de Bruce Lee qu'ils ont fait. Là. MVP. Ben, un peu comme les produits de Cacawa avec des signatures, genre de Buzz Lightyear. Puis... Qui se vend 4000$ pour la fausse signature de Buzz Lightyear. Là. Ouais, mais ça, limite, c'est cool. Là. C'est le pape, c'est Ouais, poche un peu, mais Buzz, il est le fun. Là. Ouais, je reprends un Dr Pepper avec le pop. Ouais, Mais tu sais, le hobby a saisi une opportunité vu que le pape est américain, qu'on l'a vu avec une casquette des White Sox, ben, ils ont saisi toute une opportunité. Là. Non, ça c'est sûr. C'est faire de l'argent pour faire de l'argent. Là. Les boys PSA se lancent dans une nouvelle avenue. Ils vont maintenant, à partir du 14 juillet prochain, officiellement grader les magazines ou les comics. Donc, il va faire une petite... Et j'aime les slabs en passant. Là. J'adore les slabs, mais Ils vont avoir des croûtes à manger, par contre, pour déloger la clientèle des comics avec CGC. Là. Je pense aussi. Mais ça reste PSA. Ils vont y aller sur leur réputation. Ça, c'est gold. Sûr. Ça, c'est gold. Ça veut dire que tu as une 10, ça doit être très rare. Sinon, ça doit être des demi-points, comme ça. 9.8. Ouais. Ben, je pense qu'ils ont pris le même... Ouais, je pense qu'ils ont pris le même scale que CGC. Ouais, même affaire. Ce que je serais curieux de voir, c'est, avant de lancer cette division-là, c'est qui ont rendu responsable de cette division-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaillait chez CGC avant? Souvent, on le voit ça dans les compagnies qui se lancent dans des nouveaux domaines. Là. Ils vont poser des employés à quelque part. Là. Ah, ben, regarde. Ils ont dit qu'ils ont. C'est la même dimension que CGC. Pour les points de grade. Mais ils disent pas si c'est un employé de CGC qui a traversé, mais j'ai l'impression qu'ils veulent aller chercher leur part de marché que CGC a quasiment 100% là-dedans. Là. Ouais, ça a l'air des 10 points. Scale. Toi, Yannick, tu as plus peut-être d'expérience là-dedans. Tu penses-tu que la clientèle de comics
va être enclin à changer pour aller vers PSA ou vont rester par CGC. Parce que j'ai le feeling que c'est une clientèle qui est réfractaire au changement. Check bien ça, mon ami. Je t'écoute depuis tantôt. Hey, à quel point Fanatic Fest amène du nouveau monde. Puis imaginez la quantité de personnes qui soudainement vont devenir intéressées au magazine, au programme, au comics. Puis là, j'ai surtout hâte de voir le nombre de prix absolument ridicules qui vont se vendre. Hey, c'est la pop 1 de ce Sports Illustrated-là, Michael Jordan. Oui, mais dans 6 mois, il va en avoir à peu près 14 000 dégradés. Là. Ça va devenir tellement cool, tellement trendy, vous n'avez même pas idée. Et des fois, je me dis, j'ai l'impression que c'est ça qui va relancer les magazines. Je suis un collectionneur de magazines, je suis un acheteur de magazines. Et oui, toutes les semaines, il y a des magazines qui meurent, mais il y a aussi des magazines qui reviennent à l'impression parce que les gens aiment ça, regarder du papier. C'est parce que bizarre comme ça. Ça, c'est du comique. Ça va jamais arrêter le comique. Mais ça va amener aussi, comme tu dis, le magazine. Le magazine sportif, le magazine culturel, le magazine. Fait que c'est une bonne affaire. Mais comme il y en a qui... Oui, vas-y. C'est-tu si gros que ça? Je comprends les magazines de sport un peu, puis les comics, je me dis que ça date de tout le temps, fait que ça donne une certaine valeur, ça doit être intéressant, mais c'est-tu un si immense marché que ça? Les Sports Illustrated le sont. Comment tu penses que ça va valoir? Les sports, je le sais, mais je veux dire... Ah oui, OK. Hey, puis le 7-10, Big. Il est-tu signé? C'est ça la vraie question. Le slab, là, c'est gros. Oui, c'est gros. Tu peux pas mettre ça pas ça d'une mallette, là. Non, tu traînes pas ça d'une mallette. On va prendre des plus grosses mallettes avec des plus gros bras. On va appeler Eric. Eric va nous en faire des mallettes aussi pour les magazines. C'est sûr qu'il est là dans son atelier à en dessiner présentement. Ah, j'ai déjà écrit pour donner l'idée. Ben, tu sais, PSA, on va lancer déjà avec leur magazine. Tu sais, ils sont un peu lancés là-dedans avec les variantes de magazines qu'ils t'envoient à chaque mois, là. Tu sais, mettons, moi, j'ai gardé je fais même plus de grading, j'envoie même plus de cartes gradées, mais je garde mon abonnement PSA juste pour savoir le magazine par mois. Puis ça aussi, parce qu'ils t'envoient souvent des cartes promotionnelles avec ça, qui valent de l'argent, qui payent l'abonnement sur tout ça. Mais il y a des variantes de magazines qui se vendent extrêmement cher. Écoute, ils ont fait un magazine variante Pokémon, il y a peut-être 2 mois. Il y en avait un qui était numéroté sur 25. Et le magazine se vend des milliers de dollars. Ben, c'est parce que tu as la version. Tu donnes le goût de m'abonner en esti là. Non, mais tu as la version libraire que tu achètes sur les étagères. Puis tu as la version que tu commandes en abonnement. Ouais. Des fois, tu peux avoir un slam sur 25, mais tu sais pas, c'est un peu comme du top snout. Mais celui d'étagère vaut toujours plus cher. Disons que tu vas faire grader une revue d'étagère, va avoir une meilleure valeur parce que c'est d'étagère, c'est plus facile à maganer. Oui. Mais tu n'auras pas la chance d'avoir de 25. Tu n'auras pas d'avoir de numéroté. Fait que ça donne c'est un autre monde, mais c'est ça. Moi, je préférerais une achetée en librairie qu'une reçue par la malle avec ton nom pour que tu enlèves le sticker. Mais là, j'ai une question pour vous autres, messieurs. What's next pour PSA? Aller sur la Lune? Je sais pas. Ils vont commencer à grader des chars, là, je sais pas. Là, je veux dire, apporte ta Ferrari ST puis PSA 10, t'as ça dans ton garage. Tu sais, je veux dire, non, mais on est rendu là. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils gradent de plus? Ils vont évaluer les maisons. Si tu veux vendre ta maison, ben ils viennent chez vous puis garde. Ils font les jeux vidéo avec Watagame. Ils font les Funko Pop même, qui est ça n'a pas l'air d'un grand succès. Là. Écoute, ils sont arrivés quand le marché réduisait beaucoup. Après ça, ils font les magazines là, ils font les cartes. Écoute, prochaine affaire qu'ils vont faire, ça va être quoi? Regrader des slabs, man? Tes slabs qui sont graffinés ou non, je sais pas, mais. Ton slab est PSA 10 de ta PSA 10 bédard. Ils font les tickets, ils font les Type 1, ils font tout ce qui est collectible. Ouais. Non, tout écoute, ce qui est imaginable. Vas-y, Yanakis. Moi, je mets un 2 sur. Tu
sais, PSA grade déjà des paquets. Je mets un 2 sur les boîtes. Puis je mets un 2 sur les wrappers. Là, je parle pas d'MC Hammer puis d'Ice. Je pensais qu'il y en a qui Vanilla Ice. Je pensais que tu étais devenu fan de Travis Scott. Là. Ouais, c'est ça. Non. Mais c'est pas fou ton affirmation de grader les boîtes. C'est pas fou ton affirmation de grader les boîtes, par exemple. Ben, Bon, ça existe déjà. Il authentifie des cases. Ouais, mais je veux dire, là, grader une boîte, là, tu sais, avec l'emballage, tout, je veux dire. GAI, elle le faisait dans le temps. GAI est mort. Checkez bien ça. C'est la prochaine affaire, les Parce amis. que là, en ce moment, mettons, pour authentifier des boîtes ou des caisses, c'est Baseball Card Exchange qui le fait. Ouais, Steve Hart. Puis, il y a eu quelques péripéties dans le passé, mais si tu évoques la moyenne au bâton, c'était quand même une bonne moyenne au bâton. C'est juste que quand tu commences à authentifier ça, il faut que tu t'arranges que ton département soit piloté par quelqu'un d'expérience. Ouais, c'est 100%. Si tu as trop de demandes, c'est pas pour rien qu'ils sont allés chercher Steve Grant. C'est là que tu fais des erreurs parce que, disons que il y en a un qui te passe en dessous de la jupe, là, une petite erreur de même, puis ça devient toute une caisse, on l'a vu, là, c'est quoi, c'est des Pokémon avec les Raijo dedans. Non, c'est ça, exact. Il suffit de faire une erreur une fois. C'est Logan Paul qui l'a pogné, fait que c'est moins grave. C'est vraiment un être humain, là. Ils ont fait une machine qu'ils ont mis à l'effigie de Logan Paul au Fanatic Fest, puis tu avais une chaise, il fallait que tu testes sur Logan Paul le plus fort possible pour savoir si tu le knockais, tu le stunnais ou s'il n'y avait rien. C'était la plus longue file d'attente. Ouais. Incroyable. Ok, je vais aller au Fanatic Fest. Il y en a qui... On essaie vraiment d'y aller l'année prochaine. Messieurs, on va finir avec une dernière nouvelle. Il y a Nonus Wagner T206 qui était en manquant le mois dernier, qui a été non vendu à cause que la réserve n'a pas été atteinte. Et le bid final était quand même à 4,15 millions US. Écoute, même si ton prix n'a pas été atteint, là, à 4,15 millions, là, prends l'argent et va-t'en. Ben, ça dépend, là. On s'entend, si tu as ce genre de carte-là, puis tu as avant, c'est peut-être pas parce que tu as besoin du 4 millions. Tu sais, Plus peur de la fin du monde que de la fin du monde. Exactement. Mais là, ce qui m'intrigue, Mike, peux-tu me dire, c'est quelle maison d'enchères qui avait ça? Descends un petit peu, Paul, on va le voir. C'était Golden. Ouais. Non, c'est According to Golden. According to Golden, ouais. Mais c'est la connectivité. Undisclosed. Première ligne. Failed to reach its reserve at Golden Auction. C'était sur Golden Auction, effectivement. Ouais. Pas sûr c'est le genre de carte que je mettrais chez Golden. J'aurais plus feeling chez Héritage, peut-être. Marc, t'es mon 3e sosie. J'ai passé la fin de semaine avec un, puis je pense que t'es mon 3e. Là. Mais oui, vous avez raison, les gars. C'est plus une carte que tu mets sur Héritage, une affaire comme ça. Par contre, elle a mangé une méchante claque. Hein? Ouais. Check en bas, t'as encore. Mais il y en a pas une l'année passée. Plus tôt dans l'année que c'est vendu genre 2,5 millions, puis il manquait à moitié de la carte. Genre. Ouais. Fait que, mais c'est parce que c'est ça, il y en a combien, tu sais. C'est pas une carte que je vendrais maintenant, je te dirais. J'ai comme le feeling qu'il y a encore de la place pour ce genre de carte-là, puis c'est tellement rare. Ça va être une carte que tout le monde va s'arracher à long terme. Ouais. Ça perdra jamais de valeur. Ça peut juste en prendre. Non, ça c'est sûr. Tu sais, d'un autre côté, tu sais, mettons, là, je vais nommer un nom fictif, là. Mettons, un gars mettons, il s'appellerait M. Koalou, tu sais, qui veut acheter une Wagner. On s'entend, rendu à 4 millions, tu es peut-être prêt à dépenser 5 millions pour en avoir une qui est un peu moins laide que ça. Puis moi, je suis quand même impressionné de voir qu'elle a gradé, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de cardboard missing en avant. On s'entend à passer un hiver sur une traque de chemin de fer. Ça, ouais, mais. Elle peut être authentique seulement. Souviens-toi de la 0-0-0. Ouais, non, là. La 0-0-0-0-0-0-0-1. Ouais, qui n'aurait jamais dû être gradé, là. Non, ça reste pas mal cette carte-là, mais en meilleur grade, là. Tu sais, je pense que c'est une carte que tu renvoies gradée aujourd'hui, puis elle revient authentique, là. Oh oui, non. Ça dépend. C'est un ancien slab, tu le vois, c'est un ancien slab.
Renvoie pas ça et. Imagine PSA ramène ça PSA 6. Oh boy. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va voir cette carte-là dans le prochain documentaire de Golden sur Netflix? C'est sûr que oui. Écoute, elle a été vendue en 2010, la dernière vente publique de cette carte-là, de cette même carte-là pour 210 000 US. Fait que c'est sûr que tu vas la voir. C'est un bon profit pareil, par contre, 4,12 millions. Raisonnable. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi que le gars a mis une réserve là-dessus. Tu sais, en blanc. Ces gars-là ne veulent pas les vendre. Souvent, c'est sûr. Quand tu as cet argent-là, c'est même pas des investissements, c'est parce que tu la veux. Tu regardes le gars dans la saison passée là, qui avait vendu et qui avait comment s'appelle, la Onus, là, je pense qu'il était SGC 3, 4, 5, toujours un. Puis Golden, il a dit je vais t'avancer 20 millions, genre. Le gars a dit j'en veux pas. Je veux la garder. Il a été 3 fois chez le gars pour essayer de la ramasser. Il est arrivé là avec 10 millions cash. Puis ça, c'est un cash advance qui lui garantissait. Mais peu importe le prix, c'est ça le prix. C'est parce que ça, tu n'en reverras pas. Ouais. Tu l'annonces. Tu ne retrouveras pas. Puis tu sais, le pop, c'est quoi? C'est dans l'imaginaire de tout le monde. Tout le monde sait c'est quoi ce carte-là. C'est quoi? Il y en a. Existante, il y en a quoi? 12? Non, 16? il y en a une quarantaine de répertoriés des Winers. Tant que ça, 40, oui, mais le monde, ils ne sortent pas. Ben, t'envoies une par année qui va passer en enquête, c'est tout. Là. Gros, à peine. Quand t'es rendu que tu investis des sommes comme ça dans le lobby, c'est parce que tu collectionnes, c'est pas pour les flipper. Effectivement. Puis si elle en vente une fois par année, il y en a peut-être 73 qui ont l'argent, le 4 millions pour le mettre. Ils attendent juste ça. Fait que ça fait monter le prix. Si je ne me trompe pas, en 2024, il n'y a pas eu de Winer qui ont passé sur le bloc. Non, effectivement. C'était la première année depuis, pas toujours, mais depuis un méchant bout, qu'il n'y avait aucune T206 d'Onius Winer qui passait sur le bloc. Tu sais, ça a-tu fait que la carte a comme été oubliée? Non. Parce que on s'entend les vrais amoureux du hobby, puis les vrais... Les gens qui achètent ça pour le plaisir et qui ont des poches quand même assez profondes. C'est une Winer, c'est une Winer. Là. Et, dites-vous une chose, c'est une vraie rareté. T'sais, moi, quand je vois une Mantle 52 Tops, mettons PSA 9, ça, j'allais dire. Qui se vend dans les 7 chiffres, tu te dis, waouh, hey, c'est une belle carte, hey, c'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est d'autres choses. C'est une autre ligue, ça. Mais tu sais, les catalogues de Heritage Auction, moi, je les ai tous. Puis quand tu arrives, mettons, à une certaine section, là, tu liches ton doigt, OK, une Mantle, une autre Mantle, une autre Mantle. Tu sais, il y a des enchères, des fois, il y en a 5, 6, 7 différentes. 5, 6, 7 différents grades différents, mais pareil, tu en as 7 au même auction. Il y a moins de ben oui, c'est pas rare. Là. Ben, c'est rare, mais ça l'est pas tant que ça. C'est les gros, les high grades sont rares. Les low grades sont pas rares. Il y a un sleeper, ça serait-tu la Babe Ruth Red? C'est celle-là qui est. Ouais, c'est tellement rare. Puis de notre côté, c'est tellement laid. Moi aussi, j'ai déjà pensé, comme toi, Paulo, de dire hey, pourquoi la Babe Ruth ne vend pas si cher que ça? Puis le problème de Ruth, c'est que il y a quand même quelques cartes différentes avec la même image. Moi, je parle de celle-là qui sort du journal. Celle-là. La Baltimore News 1914, là? Ouais. Ouais, mais encore là, il y a un genre de débat parce qu'il y en a qui disent c'est une autre là, qui est en noir et blanc qui est en train de lancer, mais elle, il y a comme 2-3 versions différentes. OK, il y a trop. Aussitôt que tu te poses des questions. Et voilà. C'est peut-être aussi l'histoire de la Wagner aussi là, qui fait que ça t'a vend si cher. Là. Ça puis la Mantle, c'est les deux. Il y a l'histoire derrière. C'est-tu la première short print de l'histoire? Oh, probablement. Ils ont arrêté mid-production. Hein? Ouais, probablement. Avant ça. Là. Ouais, ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté ça au début, puis le monde, il jetait le paquet de cigarettes. Ils en regardaient pas. C'est-tu la première. Parce que ce joueur-là est moins présent que tous les autres de ce set-là dans les paquets. C'est pas la première short print parce qu'il s'est vendu récemment. Je vais la retrouver. Là. Les Allen Ginter des années 1880.
Mais tu as eu des short prints dans les années, je ne me trompe pas, entre 1900 et 1910, que dans le fond, si tu faisais le set complet, tu retournais le set à la compagnie puis tu envoyais un prix. Donc, il y avait toujours une carte qui était fucking rare. Tu sais, au hockey, c'est la fameuse Bird Turbo qui est impossible à trouver. Puis, ça s'arrangeait tout le temps pour que ce soit un joueur un peu no-name. No-name pour pas que les gens fassent comme avec Goudet en 1933, de dire et où la Napoléon Lajoie? Voyons, et où? Comment ça, on ne l'a pas? Là, les gens écrivaient à la compagnie, puis la compagnie faisait ah, ouais, c'est vrai, on a oublié de la mettre dans un paquet. Et là, il l'envoyait aux gens qui. Fallait que tu reach. Ben oui, il fallait que tu reach. Là. Mais c'est une excellente bonne question, mais regarde, laissez-moi faire 2-3 recherches parce qu'il va se vendre bientôt la seule carte connue du gars qui avait le record de circuit avant Babe Ruth. C'est ça. Puis là, on parle de 1800 quelques. C'est Héritage qui va ramasser ça en enchère? Laisse-moi. Attends un peu. Mais c'est fou pareil de voir que les cartes les plus iconiques, les plus chères, c'est pas les meilleurs joueurs de tous les temps. C'est l'histoire derrière la carte. Ernest Wagner, ouais, c'est un solide joueur. Oui, c'est un solide joueur. Oui. Statistiquement parlant, on l'a pas vu jouer. Là, mais... Et pas juste ça, Wagner a changé la façon que le sport se jouait. Ouais. Je vous mets ça en lien, messieurs. C'est la seule carte connue, la 1888, la SFS de Roger Connor, qui a été le détenteur du record de circuit avant Babe Ruth. Et l'histoire de ce gars-là est quand même intéressante parce que dans les années 1800, M. Connor était un petit gaillard de. Elle est pas belle, cette carte-là, on va se le dire. On s'entend, ce gars-là mesurait 6 pieds 3, il pesait 220 livres à l'époque. Mais. La Je suis stache. d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, elle n'est pas en super condition. C'est la seule de connue. Non, mais je parle au niveau beauté de la carte. Je trouve qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Tu sais, je comprends que c'est vieux, mais mettons que je prendrais une Ernest Wagner avant ça. Ah, mais il y avait pas de. Dans le check ça en arrière. Ça a été collé dans le cartable, ça, là. Mais c'est sûr que, pour la même époque, si tu compares ça avec les Old Judge, qui étaient vraiment on va dire des scènes d'action studio, les Old Judge sont 100 fois plus belles. Mais on est dans, on est dans l'unique. Là. C'est encore les cigares. Hein? Il y a des collectionneurs très niches là, qui vont vouloir bider là-dessus. Là. Ces gens-là ont déjà été contactés, tout ça, puis sont déjà tout au courant. Là. Absolument. Non, ça c'est. Il y a du travail en arrière de ça là, pour que cette carte-là soit rendue là. Ça a dû prendre toute une négociation avec le propriétaire. Là. Oui. Mais on s'entend, c'est pas un influenceur qui va acheter cette carte-là. Non, ce ne sera pas Logan Paul qui va avoir au prochain WrestleMania ça dans le coup. C'est Travis Scott avec l'argent qu'il a fait en fait. Mais écoute, il y a peut-être une carte qui va sortir en enchère aussi chez Pokémon, une carte qui était pratiquement inexistante, plus rare que la Illustrator encore, qui est la Raichu Pre-Release, qui ont gradé cette semaine chez PSA. Il y en aurait 11 en existence. Il y en aurait 11 en existence. C'est la première que PSA grade. C'est quelle année, ça? C'est Base 7 Unlimited. 96? 80... 96. 98, toujours même. Ouais, ils l'ont retracé. C'était une carte qu'elle appartenait à un des project managers chez Wizard of the Coast. Oh boy. Le gars qui l'a envoyé chez PSA, c'est une compagnie canadienne, c'est KD Grading, là, qui sont très actifs dans le Pokémon. Là. C'est eux qui ont fait la 6 pour aller la faire grader chez PSA. OK. Fait que cette carte-là aussi risque de rentrer en enchère éventuellement. Probablement. C'est une carte à surveiller. Ça va être quelle maison d'enchère va faire le plus gros montant garanti. Effectivement. Yanakis, ça fait. Ouais, vas-y, Paul. C'est les sorties de la semaine? Ouais, on va y aller avec les sorties de la semaine. Mon Yanakis, moi, je reviens dans 30 secondes. Ça en est, dans une seconde. C'est une semaine assez occupée, surtout assez occupée de produits que nous n'aurons sûrement pas au Canada. 2025 Topps Chrome UFC, le Hobby et le Breakers Delight sort cette semaine. 2024 Topps Dynasty Baseball. Oh. Topps nous fait rêver depuis quelques semaines avec ses cartes magnifiques ou avec des MSRP hallucinants.
mais encore là, on n'en aura sûrement pas au Canada. Panini Select Basketball H2 et Blaster sort cette semaine. On a aussi Topps UEFA Club Competitions Finest Soccer. M'attends pas d'en avoir non plus. Sinon, quoi d'autre? Le premier produit de la saison 2025 de football, le Panini Score, sort cette semaine. Bien hâte de voir ça. Un des produits favoris à toutes les années. Et juste pour Mike, là, je suis déçu qu'il soit parti, là, parce que je sais que c'est quelque chose qui donne des sensations spéciales. Là. Il voulait pas vivre ça. Là. Non, ben il m'en parlait tantôt, il me disait c'est trop pour moi, là, 2 produits de Pokémon qui sortent la même semaine. On a Pokémon Charizard X Special Collection, ainsi que Pokémon Team Rocket Mewtwo X. Des subsets, ça? Non, c'est 2 produits complètement différents. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une bonne question. Ouais, 4-5 paquets différents, ben, même la même série de Steam Rival, plus une promo que tout le monde va vouloir pour faire leur set. Ouais. Puis 3-4 stickers, les cossins même. Puis la boîte, si je me trompe pas, si t'as pas un Dodge Ram, ça rentre pas. Ah non. Regarde, on va voir. Il y a des produits qui sont quand même intéressants. Là, on est capable d'en avoir. Le UFC, il y a quand même on a une recrue qui est Charles Jourdain qui va être dans le produit enfin. Les premières cartes UFC de Charles qui n'est pas du Panini Instant. Nous, on en parle parce que c'est un ami personnel de mon partner. Là. Fait que on est très excités de ça. Fait qu'on va vouloir en ouvrir. Oui, c'est sûr. Puis premier autographe de John Jones depuis des années. Qui coïncide avec sa retraite. Oui, c'est ça que je m'en allais dire, qui coïncide avec sa retraite, effectivement. Il les a signés en plus, ils inscribent GOAT, man. Tu sais, quand tu t'appelles toi-même le GOAT, là. C'est un petit peu un but toi-même. Ben, c'est le même gars qui a pris le micro et qui a déjà fait au lieu de parler après un combat, là. Fait que. Fallait pas s'attendre à grand-chose. Ouais. Mais de toute façon, c'est un être humain exemplaire qui a toujours été à l'abri. Le gars, il est encore dans le trouble. Il prend sa retraite, puis le lendemain, Nouveau-Mexique, il y a des accusations contre lui parce qu'il a encore fui une scène d'accident. Quel charogne. C'est une famille très... Ouais, c'est vrai, son frère. Très sensé. Donc, eux, ils ont connu les bons côtés et les mauvais côtés du CTI. Aïe, aïe, aïe. On va passer aux commanditaires, messieurs, avant d'y aller avec le dernier sujet de la soirée. Dans le fond, on a une question, puis on va le passer en sujet. Chez nos commanditaires, on a Stack qui offre aux membres Patreon 15$ de crédit break par mois, en plus d'offrir la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100$ lors du tirage à tous les mois. Pour participer au break, entre autres, rendez-vous au stack.ca ou sur les différents réseaux sociaux. Choose Your Grading, eux, offrent quant à eux aux membres Patreon 10$ de rabais par mois applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2$ de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook, Instagram. Maintenant, Jonathan fait des reels Instagram qui expliquent son pattern. Et Jonathan va venir durant l'été sur un épisode pour nous expliquer le processus derrière la vérification de cartes. Donc, pour fans de grading, ça va être un épisode à ne pas manquer. On a Evo Retro qui offre en tout temps aux auditeurs un rabais de 10% à l'aide du code promo SHOW10. En plus d'offrir aux membres Patreon lors du tirage de tous les mois 3 superbes prix. Le premier, une carte cadeau de 100$. Le deuxième, une carte cadeau de 80$. Et le troisième, une carte cadeau de 50$, valide sur l'ensemble de leurs produits Evo Retro, disponible au evoretro.ca et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. On a Consignation Savage aussi qui offre en tirage à chaque mois à nos membres Patreon 10 certificats cadeaux de 20$ échangeables sur leurs services et produits. Au rendez-vous au app.consignationsavage.ca ou sur leur plateforme de réseaux sociaux, eux autres aussi. On a Dockers.shop, la plateforme de vente québécoise offre chaque mois lors de notre tirage exclusif aux membres Patreon la chance de remporter l'un des 4 crédits de 25$ à dépenser librement sur leur plateforme pour acheter les cartes de votre choix. Et ce n'est pas tout. En tant que membre Patreon, vous profitez aussi en tout temps d'un remboursement de 50% sur les frais de traitement, donc 50 sous la carte, sur une concurrence de 50 cartes par mois. Retrouvez-les sur thecars.shop. Si vous n'avez pas encore essayé cette plateforme-là, essayez ça. C'est vraiment une belle plateforme à essayer. On a aussi Steven qui est avec nous, la foire aux cartes qui offre un Gold Mystery Pack avec sa belle petite pub. Un Gold Mystery Pack en cadeau à faire tirer à tous les mois.
le Mystery Pack qui pourrait contenir certains prix qui sont intéressants. Allez les découvrir dans les réseaux sociaux et suivez la foire aux cartes qui, je crois, est en pleine expansion depuis quelques temps. On vous rappelle, par contre, le maximum pour réclamer votre prix du tirage, c'est 1 mois pour éviter les débordements puis pour pas trop empiéter non plus sur les autres gagnants. Donc, vous avez 1 mois pour réclamer vos prix. Nous tenons à remercier nos commanditaires partenaires pour leurs énormes générosités. N'oubliez pas de liker, que ce soit notre page Facebook, les épisodes sur YouTube ou sur Spotify et Apple Podcast. On est maintenant rendu avec un TikTok. On a lancé notre premier Reel cette semaine du dernier épisode. On va en avoir un autre qui va venir pour l'épisode de cette semaine. Nous vous rappelons que le support ultime est de devenir membre Patreon. Comme vous venez de l'entendre, pour aussi peu que 5 $ par mois, vous bénéficiez d'un retour sur votre investissement qui est pas mal plus que de Johnny Manziel présentement. Donc, on va y aller avec la question des auditeurs. C'est une question qui a été demandée la semaine dernière, puis je me suis dit, on va garder ça en sujet, puis c'est une question qui est très intéressante. Sur le long terme, messieurs, on sait que BGS n'est plus la compagnie qu'elle était pour garder les cartes, là. On s'entend. Mais, comme discuté cette semaine, je ne sais pas si vous avez le temps d'échanger un peu de la valeur Beckett Black Label Pristine BGS 10, BGS 9.5 ou avec des subs 9 comparé à PSA 10, 9 et 8. Quelle différence les subgrades ont sur le marché comparé à des cartes PSA et sur le long terme? Qu'est-ce que BGS peut apporter si c'est une Black Label ou une BGS 10? Je vais vous laisser discuter puis je vais vous sortir quelques cartes avec leur prix qui vont... Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de différences de prix entre une PSA 10 et une BGS 10. Mais je vous laisse aller, messieurs. Ben, c'est sûr que l'avantage d'une Black Label, c'est que tu réduis la pop drastiquement. Tu passes d'une PSA 10 que tu peux avoir 5000 PSA 10. Black Label, tu en as 27. Fait que tu rends ta carte encore plus rare si on veut. Donc, tu crées, si on veut, quelque chose de plus dur à trouver. Puis de plus, t'es sûr à 2000% qu'elle est parfaite. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça cool, les Black Label en tant que tel. Je suis pas fan de Beckett, je suis plus avec PSA. Je trouve, le slab plus beau. C'est ce qui se trade le plus aussi, fait que c'est quand même intéressant. Mais c'est sûr que si j'aurais le choix entre deux cartes, quelque chose que je veux collectionner, quelque chose que je veux, une pièce plus unique, je vais me diriger vers le Black Label automatiquement, juste dû au fait que la pop est ridiculement, même pas proche des PSA 10 de ce monde. Donc, mon avis sur des cartes qu'il y a dans plus grosse quantité, je pense que le Black Label amène vraiment un petit premium de plus qui est vraiment intéressant. Sur des cartes numérotées, mettons, si tu en as 50, est-ce qu'il y a un vrai plus? Je ne sais pas, mais mettons sur le fait que quand il y en a 15 000 de pop, comme je disais tantôt 5 000, puis là tu tombes à 27, de mon côté, moi je trouve que ça rajoute un vrai beau plus à aller chercher ces cartes-là. Non, c'est sûr. Puis comme exemple, si on regarde, puis là j'ai pris un exemple d'un joueur qui est très aimé dans la lobby présentement, Connor Bedard. PSA 10, Young Gun PSA 10 se vend 505 US et une BGS 10 Pristine, c'est pas la Black Label, mais c'est la BGS 10, 1641 US. Ma question là-dessus, c'est les ventes sont-tu très rapprochées l'une de l'autre? Ou c'est des ventes qui datent? Sont relativement rapprochées. Je te dirais qu'il y a 2 semaines de différence entre les deux, dans les dernières ventes. Puis je peux sortir d'autres noms, là, on va aller voir. Allez-y, vous continuez à élaborer, là, mais... Mais attends un peu. Tu avais une Bedard Beckett 10, puis l'autre, c'était une PSA quoi? PSA 10. Ouais, mais on s'entend que c'est pas le même grade. Ouais. Une Beckett 10, là, c'est un grade que Beckett a inventé. J'ai toujours trouvé que Beckett était excellent des fois pour faire des choses un petit peu loufoques. Puis moi, quand il avait inventé le grade, j'étais comme, OK, depuis toujours, le summum, c'est Gem Mint, mais toi, t'inventes un grade. Là. Même Travis Scott, même Logan Paul l'a pas... il m'a comme une limite à ne pas se prendre pour de la merde. Là, fait que c'est pour ça que quand le monde me dit, ouais, mais une Beckett 10, ça se vend à tel prix. Ouais, mais une PSA 10, c'est une Beckett 9.5. Je pense que c'est ça qu'il faut comparer. Mais, oui, Beckett, on entend le... Vas-y.
Non, mais pour comparer à ton point, Ouais. là, je dois aller avec du Connor McDavid. PSA 10, ça vend 2300 US environ. Une BGS 9.5 low grade, donc c'est pas une true gem, 1383 US. Puis une BGS 10, 3051 US. On s'entend que la 9.5, c'est un cadeau à ce prix-là. Là. Mais 9.5, c'est en bas de 10. Si tu as quad, tu te rapproches même pas du 10, mais ça reste quand même bonne value. Mais aussitôt que tu tombes dans le 10, tu es au-dessus d'une pièce à 10, ça c'est sûr. Mais Black Label, c'est une autre classe. Là. Mais pourquoi, Ouais, mais c'est pourquoi premium, tu devrais être premium. au-dessus d'une PSA 10? Techniquement, le chiffre 10 puis l'autre 10, c'est la même affaire. Ils ont Mais juste ça changé dépend. le prestige Ouais, c'est pas pour la un même gem chose myth. que la gradation. C'est 2 grades différents. C'est ça, c'est deux choses différentes parce que ton 9.5 sur leur échelle de gradation est égal au 10 chez PSA. C'est juste que l'échelle chez PSA elle arrête à un niveau. Chez Beckett, ils l'ont augmenté avec 2 grades plus loin. Pourquoi? Ouais. Pour se différencier de la compétition, probablement. Ouais. Non, je comprends. Mais encore là, il faut que ça soit reconnu par le hobby. Puis ça dépend aussi, c'est quoi la carte. C'est une Young Gun, Black Label, c'est différent d'une Downtown Black Label. C'est pas une Kaboom Black Label. Là t'es ailleurs. Là, c'est impossible à rattraper. Là. Fait que ça dépend aussi c'est quoi la carte. Ça dépend aussi, c'est-tu commun? C'est-tu pour différencier de... Tu sais, y a-tu 27 000 de Pop 10? Puis l'autre, ben, t'as une Black Label. Mais si c'est une carte que tu as juste une pop de PSA 10, disons, de 13, puis tu as une Black Label Pop 1, là, tu es ailleurs. Fait que ça dépend aussi de c'est quoi la carte. Ça dépend. Deux affaires. Moi, ce qui m'a toujours turné off des Black Label, le nombre de fois, puis ça a été prouvé que des Black Label avaient été gradés par des gens qui avaient des contacts chez Beckett. Souvenons-nous, les Young Guns de McDavid. Là, c'était quoi? C'était 3 ou 5 là, dans le même envoi. Là, tac, 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 qui ont rentré Black Label. Puis ça a été prouvé qu'il y avait une crosse là-dedans, de 1. Sur le Blowout Forum, il y avait une liste là, de toutes les cartes qui étaient attribuées avec les numéros de série. Que c'est des gars chez Beckett qui avaient gradé, des anciens employés maintenant, qui avaient gradé que c'était tout du Black Label et que ça n'aurait pas dû être. Là. La liste doit être à peu près 1 pied de long. Mais PSA fait pareil avec la Wagner 001. C'est subjectif, c'est du grading. C'est aussitôt qu'il y en a un qui regarde, je te pitch une coupe de 1000, puis tu me fais ça. Puis mon deuxième point, peut-être qu'il y a vraiment des énormes premiums qui sont payés pour des cartes, on va dire, très récentes. Parce que des McDavid, Beckett, il y en a là. Parce qu'en 2015-16, Beckett, c'était encore de shit. Là, Bowman au baseball. Bowman Auto, c'était tout du Beckett. De 2013 à 2019, c'était tout du BGS. Je serais curieux de voir combien Beckett ont gradé de Bédard Young Guns versus PSA. Fait que si toi, tu dis, moi, je collectionne rien du 9.5 True Gem, ben, il n'y en a pas énormément, là. Il y en a encore des collectionneurs de ça, mais c'est très rare. Là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être ces gens-là qui disent non, moi, je vais payer un premium parce que c'est tellement rare. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un demi d'1%. J'ai un ami qui fait des Future Watch, tous les premiers choix overall. Puis il est fait tout en Beckett 9.5. Fait qu'il a été. Maintenant, tu regardes, mettons, je te donne un exemple des Owen Power. Là. Il y en a combien qui se sont envoyés chez Beckett comparativement à PSA? C'est ça, tu sais. Mais quand il va passer, ben, il paye vraiment plus cher qu'un PSA 10. Pourquoi? Il ne sait pas quand est-ce qu'il va la revoir passer. Ça coûte toujours moins cher que d'en envoyer 5 pour les essayer. Mais c'est pas juste dans les cartes sportives, bien sûr, parce que je regarde la Moonbrion, la fameuse Moonbrion de 2021 Sword and Shield. Une PSA 10, présentement, se vend aux alentours de 2700 US. Puis une BGS 10 se vend 3620 US. Oh, mais le pop, il est loin d'être pareil. Ouais, c'est ça, là. Le pop d'une PSA 10 doit être 30 000 et plus. Puis une Beckett 10, le pop doit être de même pas 5 000. Là. Fait que pour répondre à la question, c'est sûr que le 9.5 est vraiment en dessous de la 10.
Mais Ouais. aussitôt que tu tombes, après ça, c'est subjectif dans le quad, disons 9.5, 9.5, 10, 10. OK. Mais aussitôt que tu tombes dans le 10 puis dans le Black Label, t'es assurément au-dessus. Puis Ouais, d'une parce bonne que valeur. Marc, tu dois peut-être être plus apte à répondre que moi, mais une Black Label Moonbreon, c'est quoi? C'est 15 000? Même, j'irais plus proche du 20, même. Fait que, tu sais, il y a Parce un qu'il y gap en a, impressionnant. il y en a combien, tu sais? Tu sais, moi, je pense que la valeur chez Beckett, elle repose dans le 10 puis dans le Black Label. Pourquoi? Parce que c'est différent d'ailleurs. 100% Mais je d'accord avec crois toi. pas. Puis c'est peut-être un hot take ce que je vais dire, mais je crois pas au changement de valeur entre une low sub, puis une true gem, puis une high sub. Moi, je pense que c'est une autre 100% invention que le aussi. monde se sont faites pour dire hey, ma carte vaut plus cher que l'autre, parce que un peu comme la 0-1 puis la dernière, le last print puis first print, là, j'ai le feeling que c'est le genre d'invention pour essayer d'aller chercher plus d'argent. C'est du marketing. Ouais. C'est vraiment des fausses. Je pense que c'est la première qui est sortie. OK, mais mais tu sais, on s'entend. La 2 de 10 est sortie en même temps que est sortie aussi juste une fois. Ben, c'est comme, je sais pas, moi, tu t'envoies ça chez PSA, puis tu pognes la 1 million gradée. Sur ton slab, c'est écrit 1 million. T'as juste tombé sur cette journée-là que c'est la tienne. C'est la même que toutes les autres qui ont été gradées 2 minutes avant. Là, puis, c'est comme les eBay One of One. C'est comme j'ai la jersey number. Tant qu'à moi, ça ne vient pas me chercher, mais ça a un premium. Mais le grading. Match, c'est toutes des choses juste pour dire que ça vaut plus en tant que tel que. Color match peut-être moins, mais le jersey number, je peux comprendre. Oui. Le jersey number, je peux comprendre pourquoi tu utilises cet argument-là. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Puis c'est vrai que ça vient chercher un premium. C'est beau sur une carte. Tu as Devontae Smith sur 10, jersey number, ça vient chercher un. Ah, je suis de l'avis aussi que moi, c'est ce que je cherche. Je trouve ça plus dur à chercher des cartes comme ça parce que c'est plus unique. Mais tu sais, quand tu prends un step back, tu vas juste réaliser que ça reste quand même du marketing. Ça reste quand même la même carte. Il y en a 10. C'est la même chose. 100%. Si tu me dis une PSA 10 à comparer une PSA 8, je comprends la qualité, à quoi la carte ressemble, la qualité, mais le numéro, c'est du gros marketing. Là. Moi, comme je dis, c'est ce que je cherche. C'est jersey, tu sais. Dans mon livre à moi, c'est pas du marketing. Dans mon livre à moi, c'est quelques collectionneurs qui disent pour moi, c'est bien important. Puis dites-vous une chose, là, il y a des numéros bizarres qui se vendent plus cher. Pas n'importe quelle carte que numérotée, mettons, sur 999, ici, tu as la 666 et c'est écrit dans le titre. Check bien. Puis ce que je dis là, c'est pas des jokes. Je l'ai déjà expérimenté dans le passé. Hey, on va s'amuser, on va le marquer dans le titre. La 081, ça se vend plus cher. La 007. Je sais pas. Je pense à mon chum Eric à Laval, qui lui collectionnait des cartes de Lafleur et numérotées, mais il fallait que le numéro ait son numéro de matricule quand il est de police. Je pense que c'était 14 ou 17. Là, fait que c'est pas du marketing, c'est quelqu'un qui dit hey, moi, je décide que je ramasse ça. Oui, pour le collectionneur, oui, mais pour quelqu'un qui le vend en disant que c'est le jersey number puis qui te met un premium dessus. Ouais. Je comprends. Moi, je collectionne ça, c'est ce que je collectionne, oui, mais quelqu'un qui me dit hey, tu vas payer 10% de plus, c'est le jersey number. Capitaine, c'est le même morceau, là. Non, ça ne m'a jamais parlé, mais je peux comprendre. C'est comme le même. On pourrait avoir le débat avec les patchs. Pourquoi qu'une 4 couleurs verticale enlignée, disons à gauche, 4 couleurs, vaut plus qu'un crochet qui est une plus belle patch? Ça reste une patch. Ça reste une patch photographique. Ça reste des préférences des collectionneurs. C'est ça. Ouais, exact. Fait que rendu là, ben, c'est subjectif à. Mais tu sais, mettons, ce patch-là, Game News, je comprends qu'un plus beau morceau est intéressant. T'sais. Mais mettons que tu as Panini, que le gars a regardé le chandail, puis c'est marqué en arrière, puis c'est peut-être même pas à lui. Complètement, ça change absolument rien. Là. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que le hobby, il a décidé qu'une 4 couleurs verticale, ça valait plus cher qu'une belle patch. Parlant de patch, je suivais une Maturin cette semaine. C'était une Immaculate. C'était juste une patch sur 10. Puis elle m'intéressait au bout. Puis tu sais, Maturin, son numéro, c'est le 00.
Et on voit très bien dans la patch que c'est 77 le numéro. Là. Ah, c'est des chandails qu'il a mis au draft. C'est des chandails qu'ils ont mis sur le dos au draft. Là. Photoshoot, là. Mais tu sais, c'est assez spécial. Mais moi, j'essaie de collectionner toutes les cartes que le numéro, c'est mon numéro d'assurance sociale, puis j'en trouve aucune. Paul, peux-tu nous dire c'est quel numéro? Oui, OK, ça commence par... Tu me donneras ton nez en arrière de ta carte de crédit aussi. Donc, écoute, messieurs, ça conclurait l'épisode de 164. Un solide show avec beaucoup d'infos. Je vous remercie personnellement vraiment d'être venu pour nous jaser du Fanatic Fest. Vous m'avez donné le goût d'y aller l'année prochaine. Puis je suis déjà en train de regarder à des hôtels. Puis, honnêtement, j'espère que les gens ont compris que c'est. On parle beaucoup que c'est beaucoup de flafla ces choses-là, mais c'est une expérience à vivre absolument. Si vous êtes fan de sport, puis surtout si vous aimez d'autres choses que le hockey, parce que le hockey n'était pas ultra représenté, mais si vous êtes fan des autres sports en général, c'est un must absolu. Comme le Nationals. Il faut le faire une fois puis le vivre parce que c'est vraiment une expérience qui est le fun. C'est pas je suis retourné chez vous. Tu es dans l'avion et tu es comme ça sera pas aussi cool que ça demain. C'est à vivre absolument. Puis l'année prochaine, je vais faire comme Marc. Je vais être un vrai, je vais faire 3 jours. J'ai pas le choix. C'était complètement Donc, messieurs, ça conclut l'épisode 164. Merci de vous être joints à nous. Bonne Saint-Jean tout le monde, même si vous allez écouter l'épisode probablement le 25 ou le 26. Mais j'espère que vous avez festoyé comme le Yanakis qui boit son Dr Pepper présentement. Donc... Dr Pepper au mur, hein? Attends un petit peu. Ah, toi là, pis tes hosties de coups bizarres. Bon. Ça finit comme ça. Hein? Oh, mais je t'aime! Pas le choix. Tu fais comme bizarre. Bonne semaine, messieurs. Puis Steven et Marc, on vous revoit prochainement sur un épisode futur durant l'été, c'est sûr, certain. Yes. Merci, boys. Yes, Ciao, bonne boys. Merci beaucoup. Bonne Saint-Jean. Salut. Bye tout le monde.